La maison de Curwen Street, ou le manuscrit d'Andrew Phelan, par Auguste Derleth. Le très controversé manuscrit de Phelan, découvert dans la chambre d'où Andrew Phelan disparut si étrangement la nuit du 1er septembre 1938, a finalement reçu le visa d'imprimatur de la bibliothèque de l'université de Miskatonic à Arkham, après avoir été retiré des dossiers de la police. Il est reproduit ici grâce à l'extrême obligeance du Dr Lianfer, l'un des directeurs de la bibliothèque, à l'exception de certains passages dont la force évocatrice est trop terrible et dont les concepts sont par trop étrangers à nos contemporains pour qu'il soit permis de les publier. Il ne serait pas faux de dire que mes récentes expériences furent le prolongement direct de la lecture d'une petite annonce, dans les colonnes spécialisées du Saturday Review. Je lus cette offre insolite et provocante un jour où je ne savais pas encore comment payer le loyer de la semaine prochaine. Elle était rédigée avec simplicité, mais on ne pouvait pas ne pas y déceler un curieux ton de défi, qu'une fois découvert, il était difficile d'ignorer. Je lus toute la colonne, puis je revins à cette annonce. Arkham ne se trouvait qu'à quelques heures de Boston. C'était une vieille cité dont les toits en croupe avaient autrefois abrité les sorcières pourchassées. Son aspect immuable à lui seul se prêtait à d'étranges légendes de revenants. Ses ruelles étroites le long du Miskatonic manifestaient l'intense présence des siècles passés et d'un peuple depuis longtemps disparu. Aussi m'était-il particulièrement agréable de me retrouver à l'intérieur de ces murs en ce crépuscule de juin. J'avais stoïquement rassemblé tout ce que je possédais sur Terre, car je sentais qu'il fallait me préparer à toute éventualité, avant même de savoir si cette offre pouvait m'intéresser. Après avoir déposé ma lourde valise à la gare routière et pris une légère collation, je me mis en quête d'un annuaire afin de percer l'identité de l'inconnu résident au 93 Curwen Street. Il s'agissait du docteur Laban Shrewsbury. Ayant l'intime conviction que le docteur Shrewsbury devait être une personne d'une certaine importance, je décidai de consulter les archives de l'université de Miskatonic. J'y découvris non seulement un dossier le concernant, mais aussi un livre qu'il avait publié 2 ans auparavant. Les renseignements fournis par ce dossier étaient d'une exceptionnelle richesse. J'appris que le docteur Shrewsbury était étudiant en mysticisme, lecteur en sciences occultes, professeur de philosophie, et qu'il faisait autorité pour ce qui est des questions de structure mythique et religieuse des peuples anciens. Son livre, j'ai honte de le confesser, m'informa dans une moindre mesure. L'essentiel de son propos m'échappait. Il portait un titre austère, « Approche des structures mythiques des derniers primitifs en relation avec le texte de Relia ». Et la lecture rapide que je pus en faire ne pouvait m'induire à autre chose, sinon au fait que mon possible employeur était engagé dans une recherche qui, même si elle n'était pas précisément de mon ressort, ne devait pas m'être totalement étrangère. En possession de toutes ces informations, je me dirigeai vers Curwen Street. La maison qui s'offrit à mon regard différait quelque peu des autres maisons de cette rue. En effet, cette rue était si uniforme d'aspect qu'elle avait dû être conçue par un seul architecte dépourvu d'imagination et édifiée par un seul entrepreneur. La maison était imposante, sans pourtant donner l'impression de lourdeur. Ses fenêtres à 2 battants étaient étroites, des pignons s'étageaient sur les toitures au point qu'ils semblaient alternativement se dresser et s'affaisser. Sa façade était couverte de taches d'humidité, mais la repeindre semblait inutile. Elle était sise entre 2 arbres noueux, tous 2 d'âge indéterminé, mais semblant beaucoup plus vieux que la maison, qui pourtant était entourée d'une aura d'ancienneté presque tangible. À ce moment du jour, à la dernière heure du crépuscule, quand le profond demi-tour s'étend sur les campagnes et les rues citadines, à l'instar d'un brouillard qui se matérialisait, la maison prenait une apparence sinistre. Mais je savais que c'était là le jeu inéluctable de la lumière perpétuellement mouvante. Les fenêtres ne laissaient filtrer aucune lumière, aussi demeurai-je un instant dans l'expectative, me demandant si je n'avais pas choisi un moment inopportun pour me présenter devant mon probable employeur. Mais ce n'était pas le cas, car alors que je m'apprêtais à frapper à la porte, cette dernière s'ouvrit et je me trouvai en face d'un vieillard aux longs cheveux blancs qui ne portait ni moustache ni barbe, révélant un menton solide et légèrement prognate.
des lèvres à demi retroussées et un fort nez romain. Ses yeux étaient masqués par des lunettes noires qui ne laissaient guère la possibilité de les voir, même sur les côtés. « Dr. Shrewsbury ?»« Oui, que puis-je faire pour vous ?»« Mon nom est Andrew Phelan. Je viens au sujet de l'annonce que vous avez passée dans le Saturday Review. »« Ah, entrez, je vous attendais. » Je n'attachais pas de signification particulière à cette réponse. Je présumais simplement qu'il devait attendre quelqu'un d'autre, et en effet, il ne tarda pas à me le confirmer. Aussi, je lui demandai s'il pouvait m'accorder une entrevue avant la venue de son visiteur. Je le suivis le long d'un vestibule obscur, si faiblement éclairé que je dus prendre garde à ne pas trébucher. Je me retrouvai dans le cabinet de travail du vieillard, une chambre très haute de plafond qui contenait beaucoup de livres, entassés non seulement sur les rayons, mais aussi sur le plancher, sur les chaises et sur son bureau. Le professeur me désigna une chaise et s'installa derrière son bureau. Sans attendre, il me harcela de questions. Si je pouvais lire le latin et le français? Oui, je pouvais lire ces deux langues avec une certaine facilité. Si je savais boxer et si je pratiquais le jiu-jitsu. Par chance, aucun de ces deux arts ne m'était inconnu. Les possibilités imaginatives semblaient particulièrement l'intéresser, et sans jamais le demander explicitement à plusieurs reprises et par une série d'étranges questions, il chercha à savoir si je m'effrayais facilement. Il m'expliqua qu'il lui arrivait de poursuivre ses recherches en des lieux retirés et inhabituels, et qu'il se trouvait souvent menacé par des fripouilles et des assassins. C'est pourquoi il avait besoin d'un compagnon secrétaire qui pourrait lui servir de garde du corps si la nécessité s'en faisait sentir. Si je savais retranscrire une conversation, je pensais pouvoir m'en tirer convenablement. Il souhaitait même que certains dialectes me soient familiers et il sembla satisfait lorsque je lui révélai avoir étudié la philologie à Harvard. Vous devez vous demander pourquoi j'insiste tellement sur votre manque d'imagination. Sachez que mes recherches et mes expériences sont d'un caractère si outré qu'un compagnon trop imaginatif ne serait pas à même d'en saisir les principes fondamentaux, au point de ne pas soupçonner les implications cosmiques que mon travail pourrait révéler. Vous comprendrez facilement que je dois prendre certaines précautions avant qu'il n'arrive rien de semblable. Pendant un court instant, j'eus l'intuition que quelque chose de vaguement inquiétant entourait le docteur Shrewsbury. Je n'aurais pas su dire de quoi il s'agissait ni sur quelle base reposait mon intuition. Peut-être était-ce dû à l'impossibilité de saisir son regard. Car il était certainement déconcertant pour moi de me trouver en face de ces lunettes noires, opaques, qui ne me laissaient rien deviner de l'éclat de ses yeux. Mais ce n'était probablement pas cela. C'était plutôt quelque chose de psychique, et me soumettant trop rapidement à mon intuition, je ne pouvais que me tromper. C'est alors qu'advint quelque chose d'éminemment étrange. Pour saisir cette étrangeté, il n'était pas besoin d'imagination. Cette chambre était entourée d'une aura de peur et de terreur qui contrastait bizarrement avec l'odeur de moisi qui se dégageait des livres et des vieux papiers, et me donnait par-dessus tout l'impression insistante et absurde d'être dans un endroit éloigné de toute habitation humaine, semblable à une maison d'épouvante dans une forêt lointaine, ou à un lieu incertain aux confins de l'obscurité et de la clarté. Et non, dans une vieille maison prosaïque le long de la rivière du vieil Arkham. Dès qu'il s'aperçut que le doute commençait à naître dans mon esprit, mon futur employeur s'efforça de me rassurer en parlant de son travail d'une façon qui me désarma, semblant déjà nous associer tous deux contre un monde prédateur qui inévitablement écrase les érudits et les savants, réduit à néant l'ensemble de leurs travaux et introduit la rouille insidieuse du doute et du dénigrement. C'était pour cette raison, disait-il, qu'il préférait travailler avec quelqu'un comme moi qui se présentait à lui délivré de tout préjugé et que les préjugés bientôt ne pourraient plus atteindre. Nombre d'entre nous recherchent dans d'étranges endroits des choses étranges. Et il y a des aspects de l'existence sur lesquels les plus grands de notre temps n'ont pas encore osé spéculer. Parmi les scientifiques, Einstein et Schrödinger furent ceux qui s'en approchèrent le plus. L'écrivain que fut Lovecraft s'en approcha d'encore plus près. Mais maintenant, au travail. Il me fit aussitôt une offre si alléchante que même hésiter aurait pu passer pour de la folie. Aussi n'ai-je pas hésité. À peine avais-je accepté qu'il m'adjura gravement de ne parler à quiconque de ce qui pourrait éventuellement arriver ou semblerait arriver dans cette maison. Car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, expliqua-t-il énigmatiquement.
et de ne pas m'abandonner à la peur même si les événements ne paraissaient pas trouver immédiatement d'explication. Il attendait de moi que j'occupe une chambre dans la maison, bien plus, il souhaitait me voir commencer le travail sur le champ dès que mon bagage arriverait. Et on ne tarda pas à la porter, car il désirait que soit transcrite la conversation qu'il allait engager avec son visiteur. La transcription devrait se faire dans la pièce attenante, car il était certain que ce visiteur refuserait de parler s'il soupçonnait la présence de quelqu'un d'autre que son hôte, qui avait déjà eu les plus grandes difficultés pour le persuader de quitter le port d'Innsmouth. Ne me donnant pas le temps de poser de questions, mais maintenant à ma disposition des crayons et du papier, et me désignant l'endroit où je devais me dissimuler, derrière un Judas ingénieusement disposé dans un rayon de la bibliothèque, le professeur me conduisit à l'étage supérieur jusqu'à une petite chambre mansardée qui allait être mienne tout le temps de notre association. Je pressentais vaguement qu'il était flatteur pour moi d'être élevé du rang de secrétaire compagnon à celui d'associé. Et j'avais eu le temps pour réfléchir à tout cela, car à peine avais-je regagné l'étage inférieur que le professeur m'annonça la venue imminente de son visiteur. À peine avait-il parlé que la lourde porte résonna sous les coups du martel, et le professeur, m'indiquant ma cachette, alla lui-même accueillir son visiteur nocturne. La première fois que mon employeur avait fait mention de sa venue, j'en avais conclu naturellement qu'il devait s'agir de quelqu'un engagé dans un même type de recherche. C'est pourquoi je n'étais absolument pas préparé à voir l'invité du professeur tel que je le vis de mon Judas. Il n'était en rien le genre d'individu que je me serais attendu à voir dans la maison du professeur Shrewsbury. C'était un homme dans la force de l'âge, et cela n'apparaissait pas d'emblée car sa peau était basanée, tellement basanée que je le pris pour un lascar. Et ce fut seulement lorsqu'il se mit à parler que son origine sud-américaine devint flagrante. Vu son costume, il ne pouvait être que marin, et il était évident que ce n'était pas sa première rencontre avec le professeur, même s'il semblait aussi évident qu'il venait pour la première fois à la maison de Curwen Street. Le ton du dialogue était trop bas pour que je puisse l'entendre, et cela resta lettre morte pour moi jusqu'au moment où le professeur Shrewsbury éleva la voix et que l'autre l'imita. La conversation que je transcrivis alors fut la suivante. « J'espère, Seigneur Fernandez, que vous voudrez bien me raconter depuis le commencement ce qui se passa l'été dernier. » Écartant apparemment cette suggestion, le marin commença son récit dans un curieux mélange d'espagnol et d'anglais correct, au point où il l'avait laissé la fois précédente. Il faisait une nuit très noire. Je m'étais éloigné du groupe et j'ai marché sans trêve je ne sais pas trop où. D'après votre carte, vous vous trouviez non loin de Machu Picchu. Oui, mais je ne sais pas où. Et plus tard, vous savez, nous ne pûmes retrouver l'endroit ni même la route que j'ai prise. Il s'est mis à pleuvoir. C'est au moment où je marchais sous la pluie que je crus entendre de la musique. Une musique étrange. C'est comme une musique indienne. Vous savez, les anciens Incas vivaient là. Et ils avaient... Oui, je sais tout cela, et les Incas ne me sont pas inconnus. Je désire savoir ce que vous avez vu, Seigneur Fernandez. J'ai marché, sans arrêt. Je ne sais dans quelle direction, mais il semblait que la musique augmentait d'intensité, et alors que je pensais m'en approcher, je ne rencontrais qu'une falaise escarpée. C'était de la roche solide. Je marchais autour un moment, en la contournant, et soudain j'ai vu une trouée de lumière, et m'a fait découvrir une haute colline. Et c'est alors que l'événement s'est produit. Les mots me manquent pour en parler. Soudain, la colline a paru s'évanouir, ou peut-être me trouvais-je ailleurs, mais je jure que je n'ai rien bu, que je ne délirais pas et que je n'étais pas malade. J'ai vu tomber quelque chose et une entrée s'est présentée à moi. C'était des rochers qui donnaient l'impression d'une entrée. Et il y avait plus bas une eau noire et des Indiens à demi nus. Vous savez comme ils s'habillaient à l'époque des conquistadores. Et il y avait quelque chose dans ce lac. C'est de là que venait la musique. Le lac? Oui, Seigneur. Du fond de l'eau et aussi tout autour. Il y avait deux sortes de musique. L'une était comme l'opium, et c'était doux et enivrant à l'extrême. L'autre, c'était celle des Indiens. Une modulation sauvage de flûte qui était pas agréable d'écouter. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez vu dans le lac? C'était
énorme. C'était tellement énorme que je ne sais comment l'évoquer. Cela paraissait aussi énorme qu'une colline, mais bien entendu, c'était impossible. C'était comme une méduse. Sa forme changeait constamment. Parfois, c'était haut, parfois trapu et large avec des tentacules. Ça produisait un son sifflant et gargouillant. Je ne sais pas ce que les Indiens faisaient avec ça. Était-il en train de l'adorer? Si, c'est possible. Mais je ne sais pas ce que c'était. N'êtes-vous jamais retourné là-bas? Non. Je pensais alors être suivi. Parfois, je le pense encore. Nous attendîmes le jour suivant. Tant bien que mal, je regagnai le camp dans la nuit, mais nous ne pûmes retrouver le chemin. Quand vous dites que vous pensiez être suivi, savez-vous par quoi? C'était par un des Indiens. C'était comme une ombre. Je ne sais pas, peut-être pas. Quand vous avez vu ces Indiens, avez-vous entendu quelque chose? Si, mais je ne pouvais pas comprendre. Ce langage n'appartenait à aucun de ceux que je connaissais. Mis à part quelques mots de leur propre dialecte, mais il y avait un nom. Peut-être un nom. Oui? Poursuivez, je vous prie. Chulu. Cthulhu. Si. Mais pour le reste, tout n'était que cris et hurlements. Je ne sais pas vraiment ce qu'il disait. Et la chose que vous avez vue dans le lac. Connaissez-vous le dieu amorphe et horrible des profondeurs océanes? Kon, seigneur des séismes, des peuples pré-incas. Si. Est-ce que la chose dans le lac ressemblait à Kon? Je ne le pense pas. Mais Kon avait plusieurs visages, et ce que j'ai vu sortait de l'eau. Était-ce comme le dévoreur, le dieu de la guerre des Quechua? Je suppose que vous avez vu la pierre Chavin. Notre groupe l'a examinée plusieurs fois avant de pénétrer en territoire inca. Elle est au Musée national de Lima. Nous sommes allés de Lima à Abancay, avant de traverser les Andes par Cusco, puis suivi la cordillère de Vilcanota jusqu'à Ollantaytambo. Nous gagnâmes ensuite Machu Picchu. Si vous l'avez examiné, vous avez dû remarquer que la dalle de diorite représente des serpents sortant des différentes parties du corps du dévoreur. Maintenant, si vous repensez à la masse gélatineuse que vous avez vue dans le lac souterrain, n'avait-elle pas aussi des appendices sur le corps? Pas de serpents, Seigneur. C'est très rare que Viracocha soit représenté ainsi. Mais comme la chose dans le lac est à l'instar de Kon, il personnifie la mer. Beaucoup de gens pensent que Viracocha signifie blanche écume des eaux. Mais avait-il des appendices? C'est le point que je voudrais éclaircir. Si. Vous trouviez-vous à proximité de la forteresse de Salapunco quand cela est arrivé? Nous l'avions déjà dépassée. Vous connaissez cette région. La forteresse est sur la rive droite de la rivière. Elle est très grande, mais sa construction diffère de la plupart des autres. En effet, elle est composée de larges blocs de granit trapézoïdaux dont la taille croît proportionnellement ajustée avec régularité sans l'aide du moindre mortier. Les remparts font presque 5 mètres de haut et surplombent la rivière. C'est en dessous de cet endroit, dans les gorges terribles et profondes des montagnes granitiques, que vivaient les Quechua Ayar, qui édifièrent l'étrange et déserte cité de Machu Picchu, sise au sommet d'un promontoire rocheux dans une boucle de la rivière. Le profond canyon l'entoure quasiment de toutes parts. Nous nous approchions de cet endroit lorsque nous dressâmes le camp pour la nuit. 2 d'entre nous refusèrent de partir, un autre exprima le désir d'aller à Sacsayhuaman. Mais la plupart d'entre nous se déterminèrent pour Machu Picchu. À environ combien de kilomètres vous trouviez-vous de Salapunco? Peut-être 1 ou 2. Nous étions dans le bas pays et l'endroit était très rocheux, bien que les arbres et les buissons y poussent drus. C'est alors qu'un incident extrêmement curieux vint interrompre la conversation. Le docteur Shrewsbury, les lèvres entr'ouvertes comme prêt à poser d'autres questions, fut soudain averti de quelque chose qui dépassait mon propre entendement. Sa tête eut une imperceptible secousse comme s'il avait entendu quelque chose
et ses lèvres se fermèrent. Il se leva et demanda à son hôte avec une pressante insistance de partir dans le plus grand secret et de prendre soin de ne pas se faire voir lors de son retour à Innsmouth. Et ce disant, il le reconduisit en toute hâte jusqu'à la porte de derrière. À peine la porte s'était-elle refermée sur le marin que le docteur Shrewsbury était revenu. « Monsieur Phelan, dans quelques instants, un homme se présentera et demandera Fernandez. Quand vous entendrez frapper, répondez. Dites-lui que vous n'avez pas vu Fernandez, que vous ne savez pas qui il est et que vous ne connaissez personne de ce nom. » Je ne pouvais discuter de tels ordres, et en aucun cas je n'avais à le faire. Le docteur Shrewsbury tendit la main et je lui remis ma transcription juste au moment où le martèlement de la porte résonna à travers la maison. Mon employeur fit un signe rapide. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Jamais je n'avais ressenti une aussi extrême et immédiate répulsion qu'à la vue de cet homme. La rue était apparemment sans lumière et celle qui provenait du vestibule était très pâle, plus trompeuse que secourable. Mais je suis prêt à jurer. Il n'y avait pas que le visage du personnage pour trahir son aspect grotesque de batracien. De manière irrationnelle, mais peut-être pas sans fondement, la fascinante représentation du valet grenouille de la duchesse dans Alice au pays des merveilles me vint à l'esprit. Il y avait sa main qui s'appuyait sur la rampe du perron, et cette main était palmée. Bien plus, il exhalait une odeur marine presque insoutenable. Pas cette odeur habituellement associée aux régions côtières, mais celle des profondeurs. On aurait pu croire que de sa bouche étrangement ouverte allaient sortir des sons aussi répugnants que son aspect. Et au contraire, il s'exprima dans un anglais parfait et demanda avec une politesse presque exagérée si l'un de ses amis, un certain Senior Timoteo Fernandez, était venu ici. « Je ne connais pas de Senior Fernandez. » Il demeura là un instant, m'adressant un regard insistant. Étais-je en proie à une peur imaginaire ? Un regard qui aurait certainement dû me glacer d'effroi, puis il me quitta en me remerciant et me souhaitant une bonne nuit, et il s'enfonça dans les ténèbres embrumées. Je revins dans le bureau du professeur. Sans regarder la transcription qu'il tenait à la main, le docteur Shrewsbury me demanda de décrire notre curieux visiteur. C'est ce que je fis, n'omettant aucun détail de son vêtement tel que j'avais pu le distinguer dans cette lumière incertaine, sans oublier de mentionner la curieuse répulsion ressentie à sa vue. Il grimaça un sourire. « Elles sont partout, ces créatures. » Mais il ne me donna aucune explication de cet événement singulier. Au lieu de cela, il insinua la raison de son intérêt pour le marin Fernandez. Évidemment, sa patiente documentation me rend perplexe, mais l'on suppose depuis longtemps qu'il doit exister un lien entre certains cultes des grands plateaux inconnus de l'Asie, notamment ceux de Leng qui se déroulent en un lieu secret, et ceux des cultures les plus anciennes et les plus primitives des autres continents, dont certaines survivent sans aucun doute de nos jours sous des formes diverses. Gimech, par exemple, demande d'où provient la civilisation khmer, si ce n'est des lieux reculés de ce qu'on appelle aujourd'hui la Chine, et les Dravidiens, qui furent chassés des régions de l'Inde par les Aryens et s'installèrent en Malaisie et en Indonésie pour se mêler plus tard à ces mêmes Blancs, puis qui se dirigèrent vers l'Orient jusqu'aux lointaines îles de Pâques et au Pérou. Ils doivent avoir apporté avec eux certains rites étranges et leurs propres mythes. En définitive, il m'a paru indéniable qu'il puisse exister une relation étroite entre de nombreuses cultures anciennes et des croyances religieuses dont nous n'avons qu'une connaissance fragmentaire. Actuellement, mon intérêt se porte sur le rôle probablement dualiste du dieu guerrier des Quichua Ayar, le dévoreur, et le survivant des temps préhumains et monstrueux, l'être des eaux Cthulhu, dont les adorateurs semblent avoir oublié les origines qui, même aujourd'hui, demeurent profondément enracinées parmi certaines sectes peu connues des hommes, ce qui prouve une profonde et intense détermination maléfique d'empêcher la divulgation en ce monde du moindre fragment de ce savoir. Divulgation qui pourrait compromettre le moment propice choisi par les dévots de ces cultes étranges pour le retour de Cthulhu. Il parla de la sorte encore un moment et la plupart des choses qu'il disait m'échappaient, mais tout en s'en doutant probablement, il n'en tint pas compte. Quoi qu'il en fût, j'en vins à conclure, bien que le docteur Shrewsbury ne l'eût pas aussi formellement exprimé, que son intérêt pour le marin Fernandez était occasionné par sa connaissance des coutumes de ces cultes auxquels il participait probablement notre second visiteur. Mais
De par le caractère évasif et général de son monologue, je ne pouvais comprendre une pensée qui n'enfermait pas seulement une infinité paralysante, depuis que prit naissance l'idolâtrie des ères préhumaines, mais aussi l'effroi troublant et l'horreur incroyable des formes mythiques démoniaques qu'il évoquait. Que le professeur s'inquiétât du sort du marin Fernandez semblait évident, bien qu'il ne l'ait jamais dit explicitement. En effet, il parla du savant londonien Follockson, qui s'était inexplicablement noyé dans la Tamise près de Limehouse, peu de temps après avoir annoncé qu'il allait faire certaines révélations importantes à propos d'anciennes survivances dans les Indes orientales. Il évoqua ensuite la mort présumée accidentelle de l'archéologue Sir Cheever Vorden, après la découverte de monolithes noirs dans l'ouest de l'Australie. La curieuse maladie qui fit disparaître de ce monde après la publication de contes présentés comme de pure fiction, mais révélant progressivement de plus amples précisions sur les cultes de Cthulhu, Nyarlathotep, grands anciens particulièrement. Le roman incroyablement évocateur Les montagnes hallucinées, qui faisait allusion à de terribles et étranges survivances dans les déserts incultes de l'Arctique. Ce grand maître contemporain du genre macabre, H.P. Lovecraft. Mais il y avait un aspect de ce singulier après-midi dont le docteur Shrewsbury ne dit rien, l'ignorant comme s'il n'avait pas existé. Je n'y avais pas non plus songé avant d'avoir rédigé en 3 exemplaires la conversation que je retranscrivais à l'intention du professeur. Et m'étant retiré dans ma chambre, je me mis à songer aux étranges événements dans lesquels je m'étais jeté aveuglément. De prime abord, j'avais eu la preuve que mon employeur possédait un certain pouvoir que je ne saurais définir. Ainsi, avant même que j'eusse frappé à la porte, il me l'avait ouverte. De même, il avait senti approcher Fernandez. Bien plus étonnante encore fut sa curieuse et inexplicable divination de la venue imminente de celui qui recherchait le marin. Comment en fut-il averti? Peut-être a-t-il développé une faculté suprasensorielle qui lui permet d'entendre des sons et des pas inaudibles pour le simple mortel. Mais quand bien même il aurait entendu les pas du poursuivant, comment pouvait-il savoir le but de sa visite? Profondément perplexe, je méditais ces questions tard dans la nuit, sombrant finalement dans le sommeil sans trouver la moindre solution, et vaguement conscient de l'atmosphère incroyablement vieille de la maison dans laquelle j'allais maintenant résider, une atmosphère chargée d'ans et de mystères et inévitablement d'une aura de terreur. Sans aucun doute, le premier de ces rêves étranges dans la maison de Curwen Street fut le résultat des découvertes que fit mon employeur dans les papiers qu'il m'envoya chercher le lendemain en fin d'après-midi, après que j'eus passé des heures avec lui à rassembler le matériel qu'il avait ramené de tous les coins de la terre. Il m'avait confié qu'il quittait très rarement cette maison, que nombre des habitants d'Arkham n'étaient pas au courant de son existence et que je devais être prêt à faire des commissions pour lui. Habituellement, il ne lisait pas les journaux, à l'exception du New York Times. Les affaires courantes de ce monde et même la perspective d'événements conduisant à une autre guerre catastrophique en Europe étaient loin de son esprit. Mais en ce jour, il prêta une attention particulière à une information qui, il en était certain, devait se trouver dans les pages du Innsmouth Courier ou du Newburyport Correspondent, si ce n'est dans les journaux locaux. Et ce fut dans le journal d'Innsmouth qu'il découvrit un bref article isolé et me le tendit, me demandant de le classer avec ma transcription de la conversation de la nuit dernière. L'article, suggestif et inquiétant à la lumière de ce que le professeur avait laissé entendre dans son monologue de la nuit passée, disait ceci. Un marin a trouvé la mort dans les docks détruits par les agents fédéraux au cours de l'hiver 1928. Le corps a été découvert à midi non loin du récif du Diable. Tôt dans la matinée, un témoin raconta l'accident disant que le marin semblait précéder ou marcher en compagnie de quelqu'un qui d'ailleurs avait disparu lorsque les citadins atteignirent les lieux du crime. Des récits de lutte dans l'eau ainsi que certaines allusions à des mains palmées sont généralement considérés comme le fruit d'une imagination troublée. Le marin a été identifié, il s'agit d'un certain Timotheo Fernandez, résidant à Chanchan à l'extérieur de Trujillo. Les implications de ce court article étaient effrayantes. Cependant, le professeur ne prononça pas une seule parole. De toute évidence, il s'attendait à quelque chose de ce genre. Son intérêt pour l'événement ne laissait paraître aucun regret, mais seulement une sorte d'acceptation stoïque. Il n'ajouta aucun commentaire et son attitude m'interdisait de lui poser la moindre question. Toutefois, cet événement eut une ultime répercussion car après avoir examiné 1 heure durant la conversation transcrite, il trouva parmi ses papiers une carte détaillée du Pérou, s'assit pour une autre heure et l'étalant devant lui scruta attentivement la région des Andes, particulièrement
la zone des ruines du Machu Picchu, Cusco, la forteresse de Salapunco et la cordillère de Vilcanota, pour finalement circonscrire une aire minuscule entre la forteresse et Machu Picchu. Sans doute mes réflexions sur cette étude singulière, acharnée et silencieuse furent en partie responsables du rêve extraordinaire de cette nuit. Le premier de cette étonnante série, car immédiatement après l'examen de la carte, le comportement de mon employeur trahit une troublante bizarrerie. Il décréta que nous devions nous retirer bien que la nuit ne fût pas très avancée. En effet, le crépuscule venait à peine de céder la place à l'obscurité. Et du dehors montaient encore les cris apaisés des oiseaux qui se préparent à la nuit. Bien plus avant d'aller me coucher, je dus goûter un vénérable hydromel qu'il avait lui-même brassé, un liquide extraordinairement doré qu'il renfermait dans une carafe à l'intérieur de son bureau et qu'il servait dans de minces verres à liqueur de Belgique, en une quantité si infime qu'il semblait même futile de le porter à ses lèvres. Et cependant, son bouquet et son goût étaient tels qu'il récompensait amplement les efforts accomplis pour l'obtenir, car il surpassait le plus vieux Chianti et le meilleur château Yquem, à tel point que les comparer serait faire injure à la préparation du professeur. Mais aussi chaleureux fut-il, il eut pour effet de m'assoupir et je ne me fis pas prier pour regagner ma chambre. Je dus m'effondrer tout habillé sur le lit et c'est dans cet état que je me réveillai le lendemain. Pourtant, entre l'obscurité et la clarté, l'intensité extraordinaire du rêve qui prit possession de moi fut telle que beaucoup plus tard, lorsque je commençai à douter de ma santé mentale et consultai un psychiatre au sujet de cette succession de rêves, je fus capable de les relater dans les moindres détails, même s'ils n'avaient aucun rapport avec mes découvertes ultérieures, découvertes aussi hideuses que choquantes. Le rapport exécuté et résumé par le docteur Asenath de Volto relate aussi succinctement que possible l'essentiel de ce rêve, et je ne peux pas faire mieux que de le recopier tel quel. Dossier du patient. Andrew Phelan, 28 ans, race blanche, né à Roxbury, Massachusetts. Rêve 1. Le professeur Shrewsbury vint dans ma chambre apportant les feuillets de ma transcription et plusieurs crayons. Il me réveilla et dit « Venez ». Il se dirigea alors vers la fenêtre principale qui donnait sur le sud, l'ouvrit et regarda au dehors. La nuit était très noire. Il se tourna vers moi et dit « Attendez un instant », comme si nous allions quelque part. Puis il sortit de sa poche un curieux sifflet effilé, dans lequel il souffla. Après avoir produit cet étrange ululement, il se mit à crier dans l'espace « Ia, ia, Astur, Astur sfayak vultum, vulgedaln, vulgtum, ai, Astur. » Puis il me prit par la main et alla jusqu'au rebord de la haute et étroite fenêtre. Je le suivis et de concert nous nous élançâmes dans l'espace. Je sentis quelque chose sous nos corps et je réalisai que nous chevauchions une monstrueuse créature aux ailes noires, semblable à une chauve-souris, qui se déplaçait avec la rapidité de la lumière. Peu de temps après, nous atteignîmes une contrée montagneuse. Je pensais tout d'abord qu'il s'agissait d'une contrée inhabitée, mais au même instant, il m'apparut très clairement que nous nous trouvions dans une région lointaine, presque inaccessible, qui avait été le siège d'une civilisation ancienne. Car près de nous se dressait un édifice fait d'énormes blocs de granit trapézoïdaux, soutenus par des colonnes monolithiques. Il s'élevait derrière un haut rempart qui avait plus de 2 fois notre taille. Mais apparemment ce n'était pas là que nous devions nous rendre, car le docteur Shrewsbury changea de direction pour suivre une vieille route qui descendait à travers de grandes ruines abandonnées, vestiges probables de constructions mégalithiques prélégendaires. Au plus profond des gorges et des défilés enfoncés entre les montagnes, qui enfin quittaient la route pour parcourir les crevasses et les passages creusés dans les falaises rocheuses et les promontoires qui les surplombaient. Nous semblions avancer très rapidement et le temps et l'espace ne paraissaient pas devoir gêner notre progression. Bien plus, il n'y avait pas de temps. Je n'étais plus conscient du temps qui passait ou de toute autre exigence physique. Pourtant, il faisait nuit et les étoiles étaient bien à leur place. Je reconnus la Croix du Sud, le Grand Canop et quelques autres. Le docteur Shrewsbury semblait savoir où il allait car peu après il arriva à l'endroit qu'il cherchait et je le vis poser les mains sur un grand mur de pierre, s'avançant en un lieu situé légèrement au-dessus d'un torrent qui se jetait plus bas dans les profondeurs de la gorge. Soudain, une partie du mur vint à basculer et nous entrâmes.
L'endroit dans lequel nous pénétrions était un passage étroit très fortement incliné. Le docteur Shrewsbury ouvrit le chemin et je le suivis. Nous semblions littéralement flotter. Le corridor s'ouvrit sur une vaste caverne souterraine baignant dans une lumière verte, subaquatique et artificielle qui semblait émaner d'un plan d'eau avoisinant. C'était le lieu décrit par le marin Fernandez. Le docteur Shrewsbury se dirigea directement vers le bord de l'eau, la touchant du doigt et la goûtant de telle sorte que je fus tenté de l'imiter en dépit de la fange noire verdâtre de ses rives. Cependant, le sol était rare et seule une mince couche de vase recouvrait le rocher. L'eau était salée. C'est exactement comme je l'imaginais. Le lac est relié au Pacifique par des canaux souterrains et de tels conduits doivent donner dans les courants de Humboldt. Il m'ordonna de consigner ces faits par écrit, ce que je fis, y ajoutant une description détaillée de la caverne ou du moins de ce que je pouvais en distinguer dans cette lumière pavide. Ici se trouve le deuxième point de confluence des courants de Humboldt, et cela me permet de supposer qu'en un point de leur course, les courants rejoignent Raleigh et l'engloutit. Il allait et venait, parlant tout seul, mais indiquant toutefois que je devais consigner tout ce qu'il avançait. À peine avais-je commencé qu'un Indien apparut. Le voyant sortir au mur opposé, le docteur Shrewsbury s'avança immédiatement vers lui pour lui parler en espagnol, ce qui provoqua chez l'Indien un mouvement de la tête. Il alla même jusqu'à menacer mon employeur de sa petite massue. Mais le professeur sortit d'une poche une étrange pierre taillée en forme d'étoile à 5 branches et l'agita devant l'Indien, ce qui le rendit moins soupçonneux à notre égard et surtout plus amène. Le professeur parla alors dans une autre langue que je ne pouvais comprendre, et finalement un troisième, dont les horribles sonorités ressemblaient à celles que le professeur avait proférées en enjambant le rebord de la fenêtre pour s'élancer dans l'espace. Comme il parlait cette langue que de toute évidence l'Indien comprenait et respectait, mon employeur traduisit et je pus noter les questions et les réponses. « Quelle est la porte qui mène à Cthulhu ?» L'Indien désigna le lac. « Voici la porte, mais les temps ne sont pas venus. » C'est seulement l'une des nombreuses portes. En connaissez-vous une autre? Non, c'est la seule. C'est son portail. Combien sommes-nous en cet endroit? En nous faisant passer pour des initiés, le professeur amena l'Indien à lui révéler qu'il y avait moins de 200 adorateurs de Cthulhu dans la cordillère de Vilcanota. À ce moment-là, l'eau du lac se troubla légèrement et le comportement du professeur marqua un changement significatif. Il contempla un instant le frémissement de l'eau et attendit le moment où elle se mit à bouillonner et s'agiter pour se tourner à nouveau vers l'Indien et lui demander brièvement quand aurait lieu la prochaine réunion. Demain soir. Nous étions venus un jour trop tôt. Alors le docteur Shrewsbury se dirigea vers la sortie de la caverne et, parvenu au seuil, il se retourna. Je l'imitai. Et je vis une chose horrible. Je ne peux pas la décrire. C'était une énorme masse protoplasmique qui subit plusieurs métamorphoses alors qu'elle jaillissait de l'eau dans toute sa monstrueuse horreur. L'enchevêtrement d'une étrange musique extraterrestre et d'un sifflement aigu et insistant semblait en émaner. Le professeur me tira par la manche et nous sortîmes de la caverne. Le professeur appela alors ces étranges créatures au corps de chauve-souris et nous retournâmes à la maison de Curwen Street comme nous en étions venus. Il n'était pas tellement étonnant que j'aie pu faire un tel rêve à partir du récit bizarrement suggestif du marin Fernandez. Mais ce rêve présentait certains signes inquiétants qui me troublaient, de même qu'un arrière-fond des plus réalistes et curieusement précis. Je mentirais en disant que cela ne m'avait pas ému, bien plus certaines conditions énigmatiques avaient permis son émergence. D'une part, l'effet toxique et soporifique de l'hydromel du docteur Shrewsbury qui m'endormit sur le champ, et d'autre part, l'impossibilité totale de me souvenir si j'avais ou non enlevé mes chaussures avant de m'effondrer sur le lit. En effet, le lendemain matin, lorsque je fus réveillé par les rayons du soleil qui envahissaient ma chambre, mes chaussures avaient disparu et j'ai dû mettre mes pantoufles. Le professeur expliqua qu'il avait dû porter mes chaussures à nettoyer et tout en mettant cela sur le compte de son excentricité, il me sembla cependant excessivement étrange qu'il ait pris la peine de s'en occuper pendant mon sommeil. La première moitié de cette journée, il disserta sur les langues de ces cultes obscurs et démoniaques, des langues préhumaines de Naakal, Aklo et Tsatoyo, et du terrifiant Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred.
Le docteur Shrewsbury cita la traduction d'un couplet qui, à la lumière des récents événements, se chargeait d'une terrible signification. « N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort. » Mais la langue Reliéhan l'intéressait plus encore. Certaines allusions dans les passages les moins obscurs du Necronomicon, aussi bien que le troublant texte de Relié, semblaient indiquer que les temps favorables à la résurgence de Cthulhu approchaient. De plus, de troublantes références codées dans la dernière prophétie en latin de Nostradamus annonçaient des événements catastrophiques sous forme d'anagrammes. Plus encore, dans les notes que le professeur avait prises auparavant et que j'avais retranscrites, il ressortait avec évidence que, durant la dernière décennie, il y avait eu un étonnant et puissant renouveau des cultes anciens dans le monde entier. Plus que jamais, j'avais la certitude qu'aussi franc et direct que pût sembler mon employeur dans les discussions de son ressort, il prenait grand soin, sans en avoir l'air, de m'empêcher d'en trop savoir. Ainsi, quel que soit le sujet abordé, il parlait en termes si vagues qu'il perdait virtuellement toute signification, séparé de connaissances préalables. Sinon, il utilisait tant de références érudites et inaccessibles qu'il était impossible de les rassembler dans une totalité. À la fin de ce jour, je n'en savais pas plus que lors de ma première conversation avec le professeur. Je comprenais qu'il était à la recherche de certains cultes blasphématoires des temps préhumains dont la survivance semblait le fasciner. Il fasse allusion à des êtres colossaux, les grands anciens, à des notes tirées de livres tels que Culte des Ghouls du comte d'Erlet, les manuscrits pnacotiques, le Liber Ivoris et le Unausprechlichen Kulten de von Junst. Il fasse des allusions détournées à des êtres tels que Nyarlathotep, Astur, Loigor, Azathoth qui, avec Cthulhu, avaient leurs propres assemblées d'adorateurs. Tout cela n'avait ni queue ni tête. Mais il ne m'était pas possible de me documenter autrement que par les notes que le professeur me donnait à recopier en 3 exemplaires qui contenaient les implications les plus outrées et les plus terrifiantes. C'est pourquoi certaines d'entre elles se fixèrent dans ma mémoire comme si je prenais conscience de ce que j'écrivais. Ubo, cette là est la source, le commencement inengendré d'où sont issus ceux qui osèrent se dresser contre les anciens dieux qui régnaient à Bételgeuse. Ceux qui guerroyèrent contre les anciens dieux, les grands anciens, conduits par le dieu aveugle et stupide Azathoth et Yog-Sothoth, celui qui est tout en un et un en tout, celui que les limites du temps et de l'espace ne sauraient affecter, dont les exécutants sont l'Umr At-Tawil, et les anciens qui rêvent éternellement du jour et une nouvelle fois où ils pourront gouverner, auxquels appartiennent de plein droit la terre et l'univers tout entier dont elle est un élément. Le grand Cthulhu s'élèvera de Relié. Astur, l'indicible, reviendra de l'étoile noire qui se trouve dans les Yad, près d'Aldébaran, l'œil rouge du taureau. Nyarlathotep mugira éternellement dans l'obscurité dont il a fait sa demeure. Shub-Niggurath pourra engendrer ses 1000 chevreaux, et ils se reproduiront les uns les autres et étendront leur domination sur toutes les nymphes des bois, les satyres et les elfes, et le petit peuple. Loigor, Zar et Ithaca chevaucheront les étoiles à travers l'espace, et ceux qui les servent, les Tchotchos, seront ennoblis. Cthugha accroîtra son royaume de Formalhaud, et Tsatogwa reviendra de Enkai. Ils attendent derrière les grilles car les temps sont proches. Bientôt sonnera l'heure et les anciens dieux dorment et rêvent. Ce sont eux qui savent quels furent les charmes jetés sur les grands anciens, eux qui sauront comment les briser, comme déjà ils savent se faire obéir des serfs et de ceux qui attendent derrière la porte de l'extérieur. Au cours de cette journée, le professeur descendit à son laboratoire au rez-de-chaussée et œuvra à ce qui semblait être des expériences chimiques, m'abandonnant à mon propre sort jusqu'au moment où il remonta au milieu de l'après-midi, apportant mes chaussures nettoyées et cirées et me demandant d'aller à la bibliothèque de l'université de Miskatonic pour recopier la page 177 du Necronomicon. J'étais heureux de quitter la maison, même pour une tâche aussi brève, et je partis sur le champ. La page indiquée était rédigée dans le latin particulier à Klaus Wormius, et était aussi peu explicite que les précédentes transcriptions, bien qu'à vrai dire je rejetasse les sombres soupçons qui commençaient à germer dans mon esprit, préférant demeurer parfaitement objectif selon les conseils du docteur Shrewsbury, car c'était là le meilleur moyen de le comprendre.
La page en question n'était pas longue, mais il me fallait la recopier, mon employeur doutant de l'exactitude de sa propre transcription que j'avais déjà eu l'occasion de consulter. C'est avec l'étoile à 5 branches sculptée dans la pierre grise de l'antique Mnar qui est forgée l'armure que l'on oppose aux sorcières et aux démons, à ceux des profondeurs, Dol, Vourmis, au peuple Tchotcho, à l'abominable Migo, aux Shoggoths, aux Valusians, à tous ces peuples et à tous ces êtres qui servent les grands anciens et leur descendance. Mais elle est moins puissante contre les grands anciens eux-mêmes. Celui qui est en possession de l'étoile à 5 branches pourra lui-même commander aux êtres qui grouillent, nagent, rampent, marchent ou volent, même à la source dont on ne revient pas. Dans le pays de Ye, comme dans le grand Rlié, en Yantley comme en Yot, en Yugot comme en Zotik, en Enkai comme en Kanayan, en Kadat dans le désert froid comme dans le lac de Hali, en Carcosa comme en Ib. Il détiendra le pouvoir car même si les étoiles déclinent et se refroidissent, si les soleils meurent, si les espaces entre les étoiles vont toujours grandissant, si le pouvoir de toute chose disparaît, celui de l'étoile à 5 branches, comme celui des charmes jetés sur les grands anciens par les anciens dieux du bien, alors viendra un temps où l'on pourra affirmer comme autrefois que n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au long des siècles peut mourir même la mort. Alors que je commençais à recopier cette page, je remarquai que j'étais observé par un vieil employé qui évoluait toujours plus près de moi. Étant donné que le Necronomicon est un livre très rare, on n'en connaît seulement que 5 exemplaires, je présumais naturellement que le vieil homme essayait de voir si aucun dommage ne lui était causé. Mais il m'apparut bientôt que son intérêt se portait plus sur moi que sur le livre. Et ayant terminé, je m'adossai, lui offrant ainsi l'occasion de me parler s'il le désirait. Il saisit l'occasion avec empressement et se présenta comme un vieil habitant d'Arkham. N'étais-je pas le jeune homme qui travaillait pour le docteur Shrewsbury? Je répondis par l'affirmative. Ses yeux brillèrent extraordinairement et ses doigts commencèrent à trembler. Il était clair, dit-il, que je n'étais pas d'ici, car il courait de bien curieuses histoires sur le compte du professeur. Où disparut-il ces 20 dernières années? Vous l'a-t-il confié? Me demandait le professeur Peabody alors que je restais médusé. Quelles 20 années? Ah, vous ne savez donc pas. Eh bien, ça ne m'étonne pas qu'il ne vous ait rien dit. Un beau jour, il partit aussi léger qu'un souffle. Il disparut littéralement pendant 20 ans. Il revint il y a 3 ans sans avoir vieilli d'une journée, juste comme s'il ne s'était rien passé. Il disait être revenu d'un long voyage, mais il paraît extrêmement étrange qu'un homme puisse disparaître pendant 20 ans sans jamais retirer un centime de la banque, puis revenir comme si de rien n'était. Pas vieilli d'un jour et sans un iota de changement. Non, monsieur, il n'y a rien là de très naturel. S'il avait vraiment voyagé, qu'utilisait-il comme argent? J'ai travaillé tout ce temps-là à la banque. J'étais donc bien placé pour le savoir. Devant un tel flot de paroles, il me fallut un certain temps pour comprendre. Il n'était pas étonnant que le professeur Shrewsbury fût l'objet de suspicions quasi superstitieuses de la part de ses concitoyens. Le vieil Arkham, avec ses toits en croupe et ses affreuses lucarnes, avec ses légendes de sorcières et de démons exorcisés, était un terrain privilégié pour l'éclosion du doute et de la défiance. Particulièrement lorsque de telles réactions concernaient quelqu'un de si manifestement versé dans un savoir fabuleux qu'était le docteur Shrewsbury. Il ne m'en a jamais parlé. Non, et il ne le fera pas. Et ne lui en parlez pas non plus. Tout ce que je vous dis pourrait me coûter mon travail, bien que je ne sache pas qu'il ait fait de mal à quiconque, vivant toujours seul et renfermé comme il le fait. Je pensais qu'il ne pouvait continuer à parler de mon employeur sur ce ton. Poliment mais fermement, je lui fis remarquer qu'il devait y avoir des explications purement logiques à ce qui s'était passé. Ignorant sa brève réplique, ils y sont tous essayés, mais aucun n'y est parvenu, et je pris congé de lui. Cependant, je ne quittai pas immédiatement l'établissement. Poussé par la curiosité qu'avaient éveillé en moi les questions de M. Peabody, je dépouillai les colonnes des journaux d'Arkham, la Gazette et l'Advertiser. Il ne me fut pas difficile de trouver une confirmation à la curieuse histoire de M. Peabody. Le professeur Shrewsbury avait littéralement disparu sur un chemin à l'ouest d'Arkham, où l'on l'avait vu se promener peu avant, un beau soir de septembre,
Il y avait 23 ans de cela. On ne découvrit pas même un indice, pas plus dans la campagne que dans sa maison. Celle-ci avait été fermée, donnant l'impression d'avoir été mise sous scellé, et depuis personne n'y était jamais venu. Et les impôts fonciers avaient été dûment payés par le chargé d'affaires du docteur Shrewsbury. Et elle resta dans cet état, jusqu'au jour où brusquement, il y a 3 ans, le docteur Shrewsbury en sortit aussi muet qu'une carpe quant au pourquoi et au comment, et il reprit son train de vie habituel, en dehors du fait que ses recherches prirent une autre tournure et que son existence quotidienne suivit un autre rythme. Les journaux traitèrent cette affaire avec le plus grand sérieux, mais avaient de toute évidence accédé à la demande insistante du docteur Shrewsbury de clore l'incident aussi rapidement que possible afin d'apaiser les esprits. Alors toute considération et toute spéculation cessèrent aussi brusquement que l'incident était né. Aussi étrangement qu'ait pu m'affecter cet événement, je ne pouvais cependant pas sentir que c'était le privilège de mon employeur de maintenir autour de sa personne un silence qu'il jugeait préférable de garder. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais nier que la découverte de ce fait curieux m'affecta étrangement, et sinon agréablement, du moins sans désagrément. Il était manifeste que la situation dans laquelle je me trouvais était des plus troublantes. Le docteur Shrewsbury semblait très controversé, et bien que jamais personne n'ait saisi l'occasion de le dénigrer devant moi, je pouvais deviner un courant souterrain de défiance et de suspicion vis-à-vis de lui. Lorsque je regagnai la chambre de Curwen Street, je retrouvai le professeur dans son bureau en train de manipuler prudemment un paquet qui se trouvait sur sa table. Il prit d'une main distraite la transcription que je lui tendais et me donna par la même occasion une liste d'objets dont il avait besoin, me demandant de me les procurer dès que j'irais dans le quartier commerçant d'Arkham. Je parcourus du regard cette liste et je fus étonné de constater qu'il s'agissait d'ingrédients chimiques bien connus pour la fabrication de nitroglycérine. Ceci, en plus du soin avec lequel mon employeur maniait le paquet sur son bureau, m'indiquait que le champ d'activité du professeur était plus étendu que je ne l'avais pensé au premier abord. Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a aucune erreur. Je compte me coucher tôt ce soir. Si vous le désirez, vous pouvez travailler ici, et vous avez de quoi faire. Sinon, vous pouvez aussi aller vous coucher. Ou, si vous en avez envie, vous pouvez aller vous promener. Non, je n'ai pas envie de sortir. Quelles que soient les circonstances, je ne veux pas être dérangé jusqu'au matin. Les dernières lueurs du jour s'estompaient lorsque nous nous assîmes autour d'un frugal repas. Immédiatement après, le professeur se retira, prenant avec lui non seulement le paquet sur son bureau, mais aussi la carafe contenant l'hydromel doré et un verre. Je pensais qu'il était singulièrement discourtois de sa part de ne pas me faire goûter à nouveau à cette agréable liqueur. Mais je n'en montrai rien, d'autant plus que je n'avais guère le loisir d'y songer, car du travail m'attendait dans le bureau, et c'est là que je passais la première moitié de la nuit. Il ne devait pas être loin de minuit lorsque je sentis monter l'orage et que j'entendis claquer un volet. J'avais déjà remarqué un groupe de cumulus qui barrait l'horizon en revenant de l'université de Miskatonic. Sans doute ces nuages s'étaient-ils amoncelés dans le ciel et avaient-ils apporté le vent et la pluie. Les battements du volet résonnaient avec insistance dans ma tête et finalement je me levai pour voir ce qu'il en était. De toute façon, il était l'heure de me retirer. Je fis l'inspection du rez-de-chaussée, mais les 2 fenêtres et les volets étaient fermés ou solidement attachés. Cela devait donc venir du premier étage. Je montai d'abord dans ma chambre, puis dans les autres, pour en arriver à la conclusion que le volet ne pouvait claquer qu'à l'une des fenêtres de la chambre du docteur Shrewsbury. J'hésitais à m'y rendre, mais en y réfléchissant bien, je pensais pouvoir attacher le volet sans le réveiller. Aussi tournai-je silencieusement la poignée de sa porte et pénétrai-je dans sa chambre, laissant la porte légèrement entr'ouverte pour ne pas allumer la lumière. J'atteignis la fenêtre qui était restée ouverte, laissant la pluie entrer en rafale dans la chambre. Je me penchai pour attraper le volet et le tirer en arrière, puis je poussai la fenêtre sans pourtant la fermer complètement. Alors que je me retournai, mon regard tomba sur le lit et je découvris que mon employeur n'y était pas. Je traversai la pièce et ouvris tout grand la porte. Stupéfait, la lumière du couloir pénétra dans la pièce, me révélant qu'il s'était seulement étendu sur le lit et qu'il ne s'était pas dévêtu. Il était donc sorti pour une raison qui m'était inconnue, mais à peine étais-je parvenu à cette conclusion que je réalisai n'avoir entendu aucun bruit alors que je travaillais dans la bibliothèque. Et il me semblait manifestement impossible que le vieil homme fût capable de quitter la maison sans attirer mon attention.
Alors que je ruminais ces pensées, je vis la carafe d'hydromel et le verre que le docteur Shrewsbury avait apporté dans sa chambre. Je m'approchai et examinai le verre, constatant que mon employeur en avait bu, et il restait une goutte au fond du fragile récipient. Impulsivement, je le portai à mes lèvres, retenant sur ma langue le liquide capiteux avant de le laisser glisser dans ma gorge. Puis je quittai la chambre, résolument déterminé à ne pas m'inquiéter des menées du docteur Shrewsbury, car je pensais ne pas avoir le droit de m'occuper de ce qui ne me concernait pas. Mais ma curiosité pour l'étrange absence de mon employeur ne tarda pas à disparaître, me trouvant confronté à des événements encore plus étranges. J'avais déjà eu l'intuition qu'il y avait autour de la vieille maison de Kerwood Street comme une aura de terreur. Aussi à peine m'étais-je mis au lit que j'en eus parfaitement conscience, au point d'imaginer qu'une multitude hostile entourait la maison, et plus particulièrement sur le côté qui donnait sur les rives brumeuses du Miskatonic. Bien plus, je ne pris conscience de ce phénomène que peu de temps avant de percevoir, avec plus d'acuité, quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus étrange. Ce n'était rien moins qu'une illusion auditive, et j'entendis ou je crus entendre des sons étranges qui ne pouvaient trouver leur origine qu'au fond de mon subconscient. Il n'y avait pas d'autres explications rationnelles à ces bruits que je discernais à la frontière du sommeil. Cela commença par un bruit de pas, non de quelqu'un marchant sur le parquet ou évoluant à l'extérieur de la maison dans le jardin, sur ce qui devait être un chemin rocailleux, car à ces bruits de pas venaient s'ajouter parfois de lointains crissements de pierres et de roches roulant et rebondissant. Et j'eus même à une ou deux reprises la nette impression que quelque chose frappait le loup. Combien de temps durèrent ces bruits, je ne saurais le dire. En effet, je m'y étais si bien habitué qu'en dépit de leur étrangeté, je demeurais plongé dans un demi-sommeil, jusqu'au moment où je fus tiré du lit par une sourde détonation, suivie d'autres explosions et du terrible fracas d'un éboulement de roches schisteuses auquel succéda un cri amer. « Trop petit! Trop petit !» Il n'y avait donc aucune possibilité d'hallucination en dehors de celle qui résulte du délire, et j'avais la certitude de ne pas délirer. Aussi je sautai du lit et me dirigeai vers la salle de bain pour prendre un verre d'eau. Je regagnai mon lit, essayant une nouvelle fois de m'endormir. C'est alors que j'entendis clairement une ululation suivie d'une voix qui psalmodiait les mêmes paroles mystiques que celles que j'entendis dans mon premier rêve. « Ia astur, sfayak vulcum, vultageln, vultum, ai astur. » Il y eut un grand bruit comme celui de battements d'ailes gigantesques, puis le silence complet, et plus un son ne vint troubler ma conscience, si ce n'est le bruit coutumier de la nuit à Arkham. Dire que je ne fus que troublé serait sous-estimer mes réactions. J'étais profondément ébranlé, et même au cours de mon sommeil artificiel, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler que la première fois que le docteur Shrewsbury m'offrit de son hydromel, il m'était advenu un rêve aussi étrange que prenant. Cette fois, avec seulement une goutte ou deux de ce breuvage, l'acuité de mes sens avait augmenté bien au-delà de la normale. Cette explication m'apparut comme étant la plus convaincante, mais à l'examen, je fus contraint de la rejeter, car d'un point de vue scientifique, elle était sans fondement. Aussi près que je fus en cet instant de l'incroyable vérité qui allait encore se refuser à moi pendant plusieurs semaines, je ne faisais alors que découvrir l'une des propriétés de l'hydromel, celle de m'engourdir au point de m'endormir. Le matin, je décidai de révéler au professeur la nature de mon expérience, mais au dernier moment, je résolus de ne rien en faire. Son insistance relative à mon manque d'imagination lors de notre premier entretien me laissa penser que mon engagement pourrait toucher à sa fin s'il m'entendait tenir de tels propos. C'est pour la même raison que je ne lui soufflai rien de mon rêve bizarre. Le professeur, pour sa part, n'offrit guère plus d'explications qu'à l'ordinaire sur son absence inhabituelle de la nuit passée. J'appréhendais vaguement qu'il ne demeurât absent. Je savais que la question qu'il m'avait posée au début quant à ma capacité de me défendre physiquement semblait impliquer la possibilité que je puisse être son garde du corps lors de ses sorties. Mais à présent, il était de retour. Lorsque j'entrai dans la bibliothèque, il était plongé dans son travail, assis devant une carte à grande échelle épinglée au mur, au-delà des rangées de livres. Un planisphère sur lequel il piquait ici et là de petites épingles à tête rouge. Il venait à peine d'identifier une région d'Amérique du Sud lorsqu'il se retourna pour me saluer chaleureusement, en dépit de son regard plutôt hagard. Immédiatement après le petit déjeuner, nous nous employâmes à comparer les premières notes rédigées par le professeur
relatives comme à l'accoutumée aux cultes anciens et aux survivances contemporaines de ces étranges idolâtries. Et j'observais la même attention et la même réticence chez mon employeur que celle que j'avais remarquée au début. Notre travail était agréable, bien qu'obscur pour moi. À aucun moment il ne fut pesant, et je voyais croître mon intérêt pour ces êtres étranges qui, selon mon employeur, ont été adorés sur la Terre mais aussi dans l'espace interplanétaire par les races préhumaines. Jour après jour, ces grands êtres sombres et leurs successeurs commençaient à prendre dans mon imagination une existence subconsciente, au-delà de toute réalité, ainsi qu'une forme ténue et fantastique, non sans une certaine terreur et un certain effroi qui finirent par me hanter. Après 3 jours de ce travail, le professeur fournit un étonnant épilogue à la malheureuse aventure du marin Fernandez. Il était en train de lire le New York Times lorsque je vis un bref sourire effleurer ses lèvres. Il prit des ciseaux et fit une coupure qu'il me tendit, me demandant de l'ajouter au dossier Fernandez et d'indiquer la mention « classée ». L'article provenait d'une agence datée de Lima, Pérou, et je lus. Un tremblement de terre localisé dans la cordillère de Vilcanota a complètement détruit cette nuit une colline rocheuse le long de la rivière qui sépare les ruines de la cité de Machu Picchu de la forteresse de Salapunco. Miss Isola Montez, institutrice de l'école indienne qui se trouvait dans une pièce de la forteresse abandonnée, rapporta que la secousse avait eu la puissance d'une explosion, la jetant à bas de son lit et réveillant les Indiens à des kilomètres à la ronde. En dépit de l'effondrement de la colline qui fut apparemment engloutie dans une rivière souterraine ou un réservoir, les sismographes n'enregistrèrent aucune perturbation de l'écorce terrestre dans la région. Les spécialistes sont enclins à considérer la situation comme un effondrement local provoqué par un affaissement de l'infrastructure caverneuse de la colline que surplombe Salapunco. De nombreux Indiens trouvèrent une mort inexplicable en ce lieu. Une coupure de journal fut une fois encore responsable des 2 derniers rêves qui m'assaillirent dans la maison de Curwen Street. Une si longue période s'était écoulée depuis le premier rêve, presque 2 mois, puisque nous étions maintenant au milieu du mois d'août, que je fus amené à reconsidérer mon aventure initiale dans la sphère du sommeil comme la conséquence de l'atmosphère bizarre qui régnait dans la maison, le résultat probable de mon changement d'existence depuis que j'avais quitté Boston. Bien plus, la toute dernière quinzaine, le Dr Shrewsbury commença à dicter son 2e ouvrage, destiné à faire suite à Approche des structures mythiques des derniers primitifs en relation avec les textes d'Hurlier. Il l'avait intitulé Cthulhu dans le Necronomicon, ouvrage qui dans son ensemble m'était parfaitement incompréhensible, car il était écrit pour des savants, par un savant. Mais de temps en temps, je rencontrais des passages étonnants qui semblaient toucher au fondement même de ma récente expérience. Il dicta de tels paragraphes le matin de ce jour qui devait s'achever par le second de ses rêves remarquables. L'homme d'une intelligence supérieure ne parvient jamais à admettre que d'inconcevables structures mythiques puissent survivre encore de nos jours. Et bien que cela ne semble pas du tout impossible, il est manifeste que les croyances sont centrées sur des êtres qui, pour la plupart, sont coexistants à toute temporalité et à toute spatialité. Bien plus, les propriétés extradimensionnelles ouvrent de plus larges horizons que les lois dimensionnelles de nos sciences. En niant ces faits, on nie également la possibilité de rechercher et de refermer systématiquement les ouvertures de cette frontière. En effet, il a été démontré à plusieurs reprises que les grands anciens ne peuvent revenir sans être appelés par les mignons qui sont toujours prêts à les servir ici-bas, comme dans les autres étoiles et planètes. Je renvoie les sceptiques aux événements qui se sont déroulés au récif du diable, au large d'Innsmouth, et j'attire leur attention sur l'étonnante survivance de ces batraciens que l'on peut rencontrer en des lieux écartés, non loin d'Innsmouth et de Newburyport. Je les renvoie également au récit à peine déguisé qu'en a fait le regretté H.P. Lovecraft. Il faut aussi se référer à lui pour l'étude de certains rapprochements, une comparaison entre Ithaca, le vent errant des anciens mythes, et le Wendigo des Indiens des forêts septentrionales, entre le dévoreur, le dieu de la guerre des Quechua Ayar, et le mythique Cthulhu, pour ne mentionner que les 2 dont nous devons nous préoccuper et auxquels j'ai eu un peu réfléchi. Les similitudes sont presque immédiatement évidentes. Par ce refus persistant de certains aspects manifestes de ce qui se trouve au-delà de l'exploration scientifique,
De ce que nous définissons aujourd'hui comme étant la science, les sceptiques rendent impossible ou presque impossible l'exploitation de l'animosité que l'on sait régner parmi des êtres maléfiques inférieurs qui pourraient à nouveau régenter le cours des planètes et qui ne sont uniques dans l'incessante guerre menée contre les anciens dieux invincibles qui doivent se réveiller d'ici peu et renouveler les charmes qui enchaînent cette race démoniaque et qui déclinèrent comme déclinèrent les éternités depuis leur emprisonnement initial. Il voudrait croire à la possibilité d'aggraver la tension existant entre ces partisans de Cthulhu tels que ces batraciens, ceux des profondeurs qui habitent la cité aux 1000 colonnes, Yantley, ancrée au plus profond de l'Atlantique, au large du port en ruine d'Innsmouth, ainsi que Relier, l'englouti, et les voyageurs interplanétaires aux ailes de chauve-souris qui sont mi-homme mi-bête et servent le demi-frère de Cthulhu, celui qui ne peut pas être nommé, Astur, l'indicible, de dresser les uns contre les autres les peuples amorphes qui servent Nyarlathotep, le fou sans visage, et la chèvre noire des forêts Shub-Niggurath, et les créatures ignées de Cthugha, au sein desquelles couve l'éternelle rivalité qui pourrait se changer en folie dévastatrice. Laissez les serviteurs secourir quelques cerveaux illuminés pour que les précurseurs de Cthulhu puissent être repoussés par ces êtres aériens qui servent Astur et Loigor. Laissez les mignons de Cthugha détruire les repères cachés dans les entrailles de la terre où demeurent Nyarlathotep et Shub-Niggurath en compagnie de leurs hideux descendants. La connaissance est pouvoir, mais la connaissance est également folie, et ce n'est pas aux faibles de prendre les armes contre ces êtres infernaux. Comme Lovecraft l'a écrit, l'homme doit se préparer à accepter l'idée du cosmos comme celle de sa propre place dans le tourbillon écumant du temps, dont la simple évocation est paralysante. Le docteur Shrewsbury avait fini de rédiger le mémoire de son 2e livre, un livre qui n'était pas destiné à être achevé, ce que je ne savais pas encore, et sur ce, il me demanda de recopier ma transcription en 3 exemplaires, de la corriger et d'expédier le manuscrit à l'imprimeur en même temps qu'un chèque couvrant les frais de publication. En effet, aucun éditeur n'aurait risqué d'argent pour publier un tel livre, qui, bien que se donnant pour réel, revêtait parfois les aspects d'une fiction si sauvage et si incroyable qu'en comparaison les romans les plus évocateurs de Jules Verne et de H.G. Wells faisaient pâle figure. Car le professeur sortait complètement du domaine terrestre avec une telle conviction qu'il était impossible de le lire sans une appréhension paralysante et une intuition croissante de force et de pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Alors que je travaillais à la transcription, mon employeur ouvrit le journal et en parcourut rapidement les colonnes, jetant un coup d'œil sur toutes les pages. Peut-être était-il parvenu à la 6e ou à la 7e page lorsqu'il s'exclama, une exclamation mêlée de joie et d'inquiétude. Il prit les ciseaux pour découper un court article qu'il me tendit en me demandant de constituer un nouveau dossier. Je le mis de côté pour m'en occuper après avoir achevé mon travail sur la première partie de Cthulhu dans le Necronomicon. En fin d'après-midi, je remarquai que mon employeur était en proie à une excitation croissante, comme s'il travaillait sous l'emprise d'une tension intérieure dont il ne pouvait se libérer. L'article était bref et rédigé dans l'habituel style affecté du Times. Londres, le 17 août. C'est un mystère sortant tout droit des pages des remarquables ouvrages de Charles Fort que nous suggère le cas de Nayland Massey, docker, qui avait disparu de son domicile depuis 7 mois. Hier, M. Massey était de retour. On le vit errer dans les rues et il fut identifié grâce à certains signes particuliers. Il ne pouvait parler un mot d'anglais, mais s'exprimait dans un idiome étrange que personne n'a été capable jusqu'à présent d'identifier. Son état est sérieux. L'éminent spécialiste en pathologie générale, Sir Lenden Petra, qui est de surcroît un linguiste accompli, a été appelé en consultation. Aucun indice n'a permis de situer le lieu où M. Massey avait pu passer les 7 mois que dura son étrange absence. C'était un article qui, en gros, présentait de nombreuses similitudes avec les récits des dossiers que j'avais eu la possibilité de consulter de temps à autre sous la direction du docteur Shrewsbury. Et il semblait incroyable qu'il pût engendrer les 2 rêves que j'allais faire. En effet, c'est précisément cette nuit que je fis le second rêve de cette impensable trilogie onirique. Et il fut annoncé par les mêmes événements que la première fois. Le docteur Shrewsbury insista pour que nous nous retirions de bonne heure afin de nous préparer à affronter le lendemain un travail plus intense.
Puis ce fut l'absorption de son hydromel doré et un prompt assoupissement auquel succéda un sommeil peuplé de rêves. Je me réfère une nouvelle fois au récit que je fis au docteur Devoto et qu'il transcrivit en l'intitulant « Rêve 2 ». Le professeur Shrewsbury vint dans ma chambre comme la première fois pour m'apporter un bloc de papier et des crayons, me les donnant après m'avoir éveillé. Tout se déroulait comme dans le premier rêve. Après avoir ouvert les fenêtres, il lança son étrange commandement dans l'espace et nous nous élançâmes à nouveau pour chevaucher les énormes créatures aux ailes de chauve-souris. Je me rappelle les avoir examinées, et malgré la curieuse et repoussante impression tactile de chair humaine et d'ailes de fourrure, je ne pus discerner ce à quoi ressemblaient ces créatures. Mais il me sembla alors que le professeur Shrewsbury leur parlait. À nouveau, nous ne tardâmes pas à être déposés à terre, mais cette fois, il ne s'agissait manifestement pas d'une région isolée, car des lumières brillaient tout autour de nous, et à notre gauche se trouvaient de grands phares et un intense champ lumineux. Le docteur Shrewsbury semblait savoir avec précision où nous nous trouvions. Aussi se dirigea-t-il vers les bâtiments au-delà du champ lumineux aussi vite qu'il le put. Nous n'en étions pas loin et de toute évidence nous suivions un sentier. À mesure que nous approchions de l'air illuminé et des bâtiments, cet endroit me paraissait même familier, comme si j'y étais déjà venu il n'y a pas si longtemps. C'est alors que je reconnus les environs. Nous nous trouvions à l'aérodrome de Croydon, que j'avais visité 3 ans plus tôt alors que j'étais étudiant. Le but du professeur était clair. Il était venu dans la seule intention de prendre un taxi dans lequel nous nous engouffrâmes afin de trouver un annuaire de la ville dans le bâtiment le plus proche. Lorsqu'il en sortit, il demanda au chauffeur de nous conduire à une adresse de Park Lane et de nous attendre là. Nous fûmes conduits à cette adresse et nous demandâmes à être reçus, ce qui ne put se faire lorsque mon employeur donna sa carte, après y avoir inscrit au sujet du cas Nayland Massey. Puis nous fûmes introduits auprès d'un homme assez âgé et très digne que le professeur Shrewsbury me présenta comme étant le docteur Petra. Mon employeur lui exposa sur le champ les raisons de son intérêt pour le docteur Massey et expliqua qu'il était venu par avion d'Amérique pour tenter d'identifier et de traduire la langue que le docteur mystérieusement disparu parlait à présent. Le docteur Petra se montra immédiatement des plus coopérants. Il expliqua que Massey était un homme inculte, mais que la langue qu'il parlait maintenant était un mélange de grec et de latin, et qu'il faisait preuve d'un niveau intellectuel élevé. Si l'homme physique, revenu d'on ne sait où, était bien le même, l'homme mental par contre était fort différent. Bien plus, sa condition physique était telle qu'il n'avait plus pour longtemps à vivre, car il avait apparemment été exposé à des climats rigoureux ainsi qu'à de violentes variations climatiques, et il ne paraissait pas capable d'endurer les dommages subis par son corps lors de cette transmutation éphémère. Le London Times d'aujourd'hui donnait un compte-rendu complet de ce cas. Si le docteur Shrewsbury le désirait, il pourrait l'emporter. Mon employeur accepta et me tendit le journal que je mis dans ma poche. Il demanda alors à s'entretenir avec le patient, si cela était possible. Sir Landon Petra mit à notre disposition sa propre voiture et nous accompagna dans Londres jusqu'à East India Dock Road, où avait été trouvé le docteur Massey plongé dans une sorte de coma, mais pouvant répondre de temps à autre à certaines questions posées en latin et en grec. Une infirmière nous conduisit aussitôt à son chevet. Là reposait un homme d'une 40aine d'années, immobile, les yeux grands ouverts et visiblement gêné par la vague lumière diffusée par le plafonnier. À notre entrée, bien qu'il ne tournât pas la tête, il murmura lentement sur quoi mon employeur me fit signe d'être prêt à noter tout ce qu'il traduirait. Voilà quel est son langage. J'ai remarqué qu'il employait certains sons récurrents et une syntaxe qui suggère une langue formelle. Mais personne à Londres ne semble savoir ce que c'est. Il se peut donc qu'elle soit très ancienne. Oui, c'est du Rliehan. Vous la connaissez donc? Oui, c'est une langue préhumaine qui est encore parlée en certains lieux reculés, terrestres et extraterrestres. Les sons qui sortaient à présent des lèvres du docker furent les suivants. Finglui, Miglwanaf, Cthulhu Ralier, Waga Nagal Fatang. Ce que le docteur Shrewsbury traduisit promptement comme suit. Dans sa demeure d'Orlier, la ville morte, Cthulhu attend et rêve.
Il posa alors une question à Massey, sur quoi le docteur tourna la tête et nous regarda fixement. Le docteur Petra affirma qu'il s'agissait du premier signe de connaissance qu'il faisait. Au cours de la brève conversation qui suivit, le docteur Shrewsbury employa la même langue que le docker. « Où étiez-vous » ?»« Avec ceux qui servent celui qui va venir. »« Qui est-il ?»« Le grand Cthulhu, dans sa demeure à R'lyeh. Il n'est pas mort, mais seulement endormi. Il viendra quand on l'invoquera. »« Qui l'invoquera ?»« Ceux qui l'adorent. »« Où se trouve R'lyeh ?»« Dans l'océan. »« Mais vous n'étiez pas sous les eaux. »« Non, j'étais sur une île. »« Ah, quelle île ?»« Une éruption l'avait fait jaillir du fond de l'océan. »« Fait-elle partie de R'lyeh ?»« Oui, elle fait partie de R'lyeh. »« Où se trouve-t-elle ?»« Dans l'océan Pacifique, au large des Indes. »« À quelle latitude ?»« Je pense qu'elle se trouve à 49 degrés 51 secondes de latitude sud, 128 degrés 34 minutes de longitude ouest, près de la Nouvelle-Zélande, au sud des Indes. » L'avez-vous vu ? Non, mais il était là. Comment y avez-vous été amené ? Une nuit, j'ai été emmené par quelque chose dans la Tamise. Il m'a porté. Qu'est-ce que c'était ? C'était comme un homme, mais ce n'était pas un homme. Ça pouvait nager dans toutes les eaux. Ça avait des mains palmées et sa figure ressemblait à celle d'une grenouille. À ce moment de la conversation, Massey commença à respirer profondément, comme épuisé, et le docteur Petra mit fin à l'entretien en s'excusant. Mais le docteur Shrewsbury coupa court à ses excuses, disant qu'il en avait assez entendu, et il fournit au docteur Petra le même genre d'explication que celle qu'il me donnait habituellement dans la maison de Curwen Street. Mon employeur était visiblement pressé de partir, et dès que cela fut possible, nous prîmes congé du docteur Petra. Nous allâmes à pied jusqu'à un quartier isolé le long d'East India Docks, où dans l'obscurité profonde, le docteur Shrewsbury s'arrêta et siffla son étrange ululement, et hurla son ordre. Sans attendre, nos montures aux ailes de chauve-souris jaillirent des cieux et nous regagnâmes les antiques toitures enchevêtrées d'Arkham, la maudite. Bien plus encore que les rêves eux-mêmes, c'était le hiatus qu'il y avait entre le deuxième et le troisième rêve de cette trilogie impie qui me détermina à consulter le docteur Asenath Devoto, car je craignais pour ma santé mentale. En effet, je résidais bien dans la maison du docteur Shrewsbury à Curwen Street, œuvrant avec mon employeur à des préparations chimiques qu'il élaborait fiévreusement durant de nombreuses heures, et il était curieux et bizarrement troublant de constater qu'entre le deuxième et le troisième rêve, il me paraissait pas justement y avoir eu d'intervalle. J'avais perdu, semble-t-il, le pouvoir et la capacité de distinguer le rêve de la réalité. Je ne savais plus qui était quoi, car tous les événements qui se déroulèrent pendant cet inexplicable laps de temps, aussi clair qu'ils puissent me paraître, avaient la même logique que celle du rêve. Étions-nous dans la maison de Curwen Street en train de préparer ces mystérieux paquets que le docteur Shrewsbury venait de poser sur son bureau ? Ou étais-je pris dans l'engrenage d'un rêve si profond que je ne pouvais m'éveiller à la réalité ? Cela me trouble encore aujourd'hui et cependant bien moins qu'alors, mais en ces instants seules comptaient les lois de la stricte nécessité et la sensation d'un péril imminent allié à une fébrilité extrême me faisait oublier jusqu'au manger et au boire. À l'exception de l'étrange hydromel doré, la journée était entièrement consacrée à l'accomplissement de notre tâche qui, comme toujours, était entourée de ce secret dont le professeur enrobait toutes choses. Le docteur Devoto prit note de toutes mes impressions comme il l'avait fait pour les rêves précédents. Il ne fit aucun commentaire et les circonstances ne me permirent pas de le revoir. En effet, les événements se succédèrent avec une terrible rapidité après ce troisième rêve. Je ne peux dire avec certitude si ce troisième et dernier songe apocalyptique se déroula de jour ou de nuit, telle nuit ou telle autre. Ou encore s'il était une séquence du second rêve. Tout ce que je sais, c'est qu'il commença comme les précédents. Le docteur Shrewsbury entra dans ma chambre, lança son appel aux étranges animaux ailés qui nous emportèrent.
Son début différa seulement des autres par le fait que nous étions chargés des paquets que le docteur Shrewsbury avait préparés. Le troisième et dernier rêve, tel que le docteur Devoto le rédigea, fut le suivant. Nous fûmes déposés en un lieu étrange et désert, éloigné de tout. Le ciel était noir et menaçant. Il me semblait qu'un brouillard d'un vert étrange et surnaturel tourbillonnait autour de nous. De temps en temps, j'entrevoyais, non sans frissonner, d'étranges monolithes à demi ruinés, recouverts d'algues desséchées qui pendaient mollement des bâtiments dont nous nous approchions. La mer bruissait et la terre que nous foulions était une fange d'un noir verdâtre. Cette terre était la même que celle qui recouvrait le sol de la caverne de mon premier rêve. Le professeur se fraya un chemin avec précaution jusqu'à un portail devant lequel de nombreuses pierres de petite taille se trouvaient dispersées. Le professeur ramassa une curieuse pierre en forme d'étoile à 5 branches et me la donna en disant « Le tremblement de terre a décellé ces talismans déposés là par les anciens dieux lorsque Cthulhu fut emprisonné. Il s'agit de l'une des portes qui donnent sur l'extérieur. » Il prit l'un des paquets, le défit, et je pus voir qu'il contenait des explosifs d'une singulière puissance. Il m'indiqua comment les placer autour du portail. Je m'exécutai en dépit de la frayeur causée par ce qui m'entourait. En effet, chaque fois que les brumes se dissipaient quelque peu, le paysage avait de quoi couper le souffle d'étonnement. Les ruines qui se dressaient çà et là, épargnées par le séisme qui avait fait jaillir cette île des profondeurs, dont les bâtiments étaient conçus selon des plans si impressionnants, construits avec des pierres si colossales et recouverts de hiéroglyphes et d'images tellement impies, que je fus envahi par la plus intense terreur. Les angles et les plans de cette partie de la grande cité engloutie étaient non euclidiens, suggérant plutôt les sphères et les dimensions horriblement différentes des nôtres, sur lesquelles le professeur avait médité il n'y a pas si longtemps. Le portail où nous opérions encadrait une grande porte sculptée qui était entr'ouverte, mais insuffisamment pour que l'on puisse rentrer. Je ne sais pas à quel moment la porte commença à s'ouvrir imperceptiblement, mais ce fut le professeur qui remarqua le premier les choses qui émergeaient plus bas et rampaient sur les roches monolithiques. Il avait installé l'appareillage nécessaire au déclenchement de l'explosion, et il me fit remarquer négligemment les créatures recouvertes d'écailles, leurs mains et leurs pieds palmés, et leur aspect mi-humain, mi-batracien, m'adjurant de ne pas m'effrayer, car l'étoile à 5 branches qu'il m'avait donnée devait me protéger d'eux, si ce n'est de l'être souterrain. À cet instant, il remarqua que la porte semblait s'ouvrir, peu à peu. « Est-ce que cette porte était aussi largement ouverte ?» demanda-t-il avec agitation. Je répondis que je ne le pensais pas. « Alors au nom du ciel, partons. » Avant même que je puisse revenir sur mes pas, mes sens m'informèrent de 2 choses. D'abord d'une puanteur de charnier qui semblait provenir de la porte qui s'ouvrait lentement, et ensuite d'un peu délectable bruit de vase, un clapotement de boue qui paralysait d'effroi. Ce fut ce bruit qui nous fit reculer. Comme le docteur Shrewsbury courait jusqu'au détonateur, la porte s'ouvrait en grand et une chose d'une horreur abyssale remplit l'encadrement de la porte. Je ne peux la décrire. Elle était comparable à la chose du lac souterrain dans la cordillère de Vilcanota au Pérou, bien qu'elle fût encore plus hideuse, car elle n'avait pas cette multitude de tentacules. C'était une masse informe et protoplasmique, manifestement mue par une intelligence lui permettant de se métamorphoser à volonté. Aussi sa première apparence fut celle d'une masse de chair flasque qui emplissait l'entrée. Soudain, un grand œil maléfique s'ouvrit dans cette masse. Au même instant, la masse amorphe commença à se répandre autour de l'entrée avec un bruit atroce et nauséabond, de vomissements, accompagné d'un sauvage sifflement de flûte. Alors le docteur Shrewsbury appuya sur le détonateur et les pierres qui entouraient le portail se désintégrèrent littéralement sous la force terrible de l'explosif. Les piliers monolithiques et les poutres se brisèrent et s'écroulèrent sur la chose qui était sur le seuil de la porte. Sans attendre, le docteur Shrewsbury appela les créatures ailées qui accoururent du fond des cieux embrumés afin que nous puissions quitter cette île maudite. Mais nous ne partîmes pas avant d'assister à un spectacle encore plus affreux que tout ce qui précéda. En effet, la chose qui avait été déchiquetée par l'explosion et broyée par les énormes pierres monolithiques se reformait comme des torrents qui confluent, se modelant elle-même à l'aide de tentacules gluants, s'avançant vers nous sur la boue noire verdâtre, avec une incroyable rapidité, alors que la terre commençait à trembler et à se craqueler, conséquence de la détonation foudroyante et assourdissante qui avait dû provoquer des vibrations souterraines au point de compromettre l'existence précaire de l'île. Alors nous enfourchâmes nos montures ailées,
et nous regagnâmes la maison de Curwen Street. Ce fut après ce rêve que j'allai consulter le docteur Asenath Devoto à Boston. Certains événements prosaïques en eux-mêmes mais comportant de terribles implications se produisirent de telle sorte que je ne pouvais plus être sûr de ma santé mentale. Je devais avoir la garantie d'un psychiatre compétent. Ironiquement, le seul conseil que Devoto me prodigua après m'avoir entendu fut de quitter la maison de Curwen Street et Arkham aussi vite que possible, car il était manifeste, affirmait-il, que le docteur Shrewsbury et son antique maison avaient sur moi une influence néfaste. Il ne se préoccupa pas d'expliquer les faits curieux dont je possédais à présent une meilleure connaissance après m'être éveillé de ce troisième rêve troublant, les rejetant comme étant le résultat d'une autosuggestion hallucinatoire surajoutée à mes rêves après leur déroulement. Supposant que dans mon état quelque peu anormal, j'avais introduit des données physiques qui tendaient à prouver que les rêves de la maison de Curwen Street n'étaient pas des rêves mais bien des fantasmes horribles, grotesques, dans lesquels j'avais joué un rôle physique. Comment pourrais-je expliquer autrement ce qui se déroula et ce qui allait encore se dérouler? En effet, les événements qui vont suivre cette trilogie onirique se succédèrent avec une telle rapidité qu'il semblait ahurissant que je n'eusse pas découvert plus tôt la clé du mystère, aussi incroyable fût-elle, aussi peu préparé que je le fusse à l'accepter ou à la reconnaître. S'il n'y avait eu l'agitation du docteur Shrewsbury ainsi que la profonde modification de son humeur qui le détourna de son projet de subtiliser mes chaussures, j'aurais pu ne rien savoir. En effet, lorsque je me réveillai le lendemain matin, je découvris que mes chaussures étaient couvertes d'une fange noire verdâtre. La même fange que celle de cette maudite et diabolique île du Pacifique de mon dernier rêve. Non seulement cela, mais dans ma poche, juste à l'endroit où je l'avais mise dans le rêve, se trouvait l'étrange pierre en forme d'étoile à 5 branches couverte de hiéroglyphes qui dépassaient mon entendement. Il pourrait y avoir, pensais-je, une explication logique de cet effet. Il serait possible pour celui qui aurait eu connaissance de mes rêves de changer mes chaussures et de disposer une telle pierre. Mais personne n'aurait pu prévoir le troisième facteur, si prosaïque en lui-même que ses aspects terrestres rendent son apparition encore plus effroyable. Dans la poche intérieure de mon manteau, je trouvais un exemplaire du London Times, daté de la veille, et trop récent pour qu'aucune force naturelle ait pu l'apporter à la maison de Curwen Street et ouvert à la page de la sensationnelle affaire de ce docker que nous étions allés voir. Cette découverte me rappela la déception que me causa ma visite au docteur Devoto et ma détermination à affronter le docteur Shrewsbury. Mais l'agitation de mon employeur était telle que je fus détourné de mon projet, non seulement à la vue de sa pâleur et son égarement, mais aussi à cause du flot de paroles qui salua mon retour de Boston. « Où êtes-vous allé, Andrew ?»« Mais peu importe, dépêchez-vous. Portez mes dossiers à la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Quelque étudiant à venir pourra peut-être en faire bon usage. » Je fus profondément étonné de constater qu'il avait consulté tous ses dossiers en mon absence, et qu'il avait sélectionné différents feuillets et des boîtes de matériel qu'il souhaitait mettre en lieu sûr. Mais son agitation et la bizarrerie de ses manières ne me laissèrent pas le temps de m'attarder sur son comportement, car il m'avait demandé avec une grande insistance de me rendre le plus vite possible à la bibliothèque avec ses précieux documents, et il parcourait la chambre en choisissant de nouveaux objets à joindre au tas qui grandissait au milieu de son bureau des livres, le manuscrit de la première partie de son deuxième ouvrage, de vieux textes, et les notes relevées dans les copies qu'il avait empruntées des manuscrits pnacotiques, du Necronomicon et de quelques autres, particulièrement un in-folio scellé qu'il avait lui-même intitulé « Fragments de Selaeno » et qu'il m'avait d'ailleurs soigneusement déconseillé de lire. Tout ce temps, il marmottait tout haut des phrases telles que « Je n'aurais pas dû l'engager, c'était une erreur », en me regardant avec une commisération lassante. Ou bien, et ce qui était encore plus étonnant et effroyable, il s'arrêtait de temps à autre pour écouter, tournant son regard en direction des rives du Miskatonic, comme si là se jouait notre destin. Cela me portait tellement sur les nerfs qu'en quittant la maison, je jetai un regard furtif et plein de frayeur sur les bords de la rivière, mais en cet après-midi ensoleillé, il ne pouvait être que rassurant. À mon retour, je trouvai mon employeur profondément absorbé par la contemplation de l'in-folio des fragments de Selaeno. Une nouvelle fois, j'eus la preuve de son étrange sensibilité, car il se mit à me parler, bien que je fusse entré doucement dans la pièce, sans faire de bruit, et qu'il me tournait le dos. « Mon seul problème est de savoir s'il n'est pas dangereux de léguer aux hommes ces quelques notes.
Toutefois, je ne dois pas craindre que le plus grand nombre puisse prêter quelque crédit à mes révélations sur ces grandes pierres. Fort est mort. Lovecraft n'est plus de ce monde. Et il hocha la tête. Je m'approchai de lui et regardai par-dessus son épaule. Mon regard tomba sur une formule composée de termes si étranges que je dus me référer au texte en bas de page. Ce que je lui apportais un nouveau maillon à la chaîne démoniaque qui rattachait les hideuses possibilités inscrites dans les vides de l'espace et du temps, jusqu'alors inconnus des hommes. En effet, de sa fine écriture, le docteur Shrewsbury avait inscrit cette légende. L'hydromel doré des anciens dieux rend celui qui le boit insensible aux effets du temps et de l'espace, si bien qu'il peut voyager dans ces dimensions. Bien plus encore, il aiguise ses perceptions sensorielles afin qu'il demeure constamment dans un état proche de celui du rêve. Je ne pus lire plus avant car mon employeur referma l'infolio et s'employa à le recacheter. « L'hydromel ? Votre hydromel ? Oui, Andrew. Que supposiez-vous d'autre ? Mais j'oubliais, on ne doit pas permettre à l'homme de se laisser prendre au piège de sa propre imagination. » Imagination ? C'est de l'imagination que d'avoir trouvé ce matin de la boue de cette île sur mes chaussures, la pierre dans ma poche et le London Times dans mon manteau. Je devine seulement, à la lumière de ce que j'ai appris, comment cela a pu être possible. Mais je sais que nous étions là-bas. Il me dévisagea un long moment, songeur. N'ai-je pas raison ? Même alors, je souhaitais qu'il pût m'offrir d'une manière ou d'une autre une explication logique et raisonnable. Dieu seul sait avec quel empressement je l'aurais accepté. Mais il se contenta de hocher la tête avec lassitude, de me tenir le bras comme pour me rassurer et me dire « oui ». Et cette nuit de juin, cette deuxième nuit après notre incursion dans la caverne, vous êtes revenu avec vos explosifs et vous avez fait sauter cet endroit démoniaque. Je vous ai entendu dévaler les rochers et j'ai entendu la détonation. Ah, vous avez donc pris de l'hydromel cette nuit-là. Vous étiez dans ma chambre. J'acquiesçai. J'aurais peut-être dû vous le dire. Mais ce fut là mon erreur. Je n'aurais pas dû vous prendre avec moi. Je fus d'abord trop prudent et par la suite trop imprudent, présumant à tort que vous ne pourriez jamais rien savoir. Mais maintenant ils nous ont vus. Maintenant ils savent qui a fait sauter et qui a refermé les portes de cette antique frontière de l'éternité. Maintenant il est trop tard. Son ton était tellement sinistre que je ne pus pendant un instant dire quoi que ce soit. Puis, quelque peu troublé, je demandai « Que voulez-vous dire ?» Même maintenant, ils nous poursuivent. Il règne une grande agitation sous le récif du diable, au large d'Innsmouth, dans la cité de Yantley, et de grands êtres sont venus d'Orlier. Écoutez. Écoutez ces pas diaboliques. Mais, j'oubliais, vous ne le pouvez pas. Vos sens n'ont pas été aussi affinés que les miens au cours de ces 20 années. Oui, ces 20 années. Où étiez-vous pendant tout ce temps? J'étais sur Celaeno, dans cette grande bibliothèque des antiques monolithes qui renferme les livres et les hiéroglyphes dérobés aux anciens dieux. Il se tut brusquement, et après avoir tendu l'oreille un court instant, il se mit à trembler. Sa bouche se tordit de dégoût et de répugnance. Il se tourna vers moi, m'intimant l'ordre de transporter le reste des objets à la bibliothèque de l'université et de revenir le plus vite possible, car le crépuscule approchait et je ne devais pas passer une nouvelle nuit dans cette maison. Lorsque vous serez de retour, tout sera prêt pour mon départ. Tout se passa comme il le dit. Je dus subir les habituelles lenteurs de l'administration avant que soient enregistrés les livres et les papiers du docteur Shrewsbury, y compris une pertinente entrevue avec le docteur Yanfer, le directeur de la bibliothèque, qui, après avoir jeté un coup d'œil sur ma première donation, demanda à ce que je sois conduit dans son bureau. Ceci afin de m'annoncer qu'il avait donné l'ordre que les papiers de mon employeur soient rangés dans la réserve avec la seule copie en possession de l'université de Miskatonic du rarissime Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred. Mais le temps avait passé plus vite que je ne le pensais, et le crépuscule tombait déjà lorsque je regagnais la maison de Curwen Street. « Bon Dieu, mon garçon, que faisiez-vous donc ?» Mais il ne me laissa pas le temps de répondre, car de nouveau il ne me prêtait plus aucune attention. À cet instant, je ressentis ce qu'il devait ressentir, cette formidable émergence d'un mal ancien, comme si les potentialités que refermait l'atmosphère de cette vieille maison étaient soudain revenues à leur vie maléfique.
J'entendis à mon tour le bruit de quelque chose en train de nager, puis ce terrible tremblement qui remuait de fond en comble les entrailles de la terre, comme si quelque grand être évoluait dans d'aquatiques territoires souterrains. « Vous devez partir tout de suite. Vous avez bien la pierre à 5 pointes ?» Je fis signe que oui. Il s'obstinait à me serrer très fort le bras. « Vous souvenez-vous de la formule qui permet d'appeler les créatures interstellaires qui servent Astur ?» De nouveau, je fis signe que oui. Il tira de sa poche la réplique exacte du petit sifflet dans lequel il avait soufflé, ainsi qu'une petite fiole contenant un peu de cet étrange hydromel doré. « Voilà. Maintenant gardez ceci avec vous, ainsi que la pierre. Ceux des profondeurs ne peuvent vous toucher si vous portez la pierre, mais la pierre seule est sans pouvoir sur les autres. Allez à Boston, à New York, n'importe où, mais quittez Arkham. Quittez cet endroit maudit, et si vous entendez ce marcheur dans les profondeurs de la terre, dans les eaux souterraines, n'hésitez pas. Buvez l'hydromel, saisissez-vous de l'étoile et répétez la formule. Ils viendront jusqu'à vous. Ils vous emporteront à Celaeno où je retourne une nouvelle fois jusqu'à temps qu'ils renoncent à me trouver. Mais conservez la pierre. La première fois que je ne l'avais pas, ils m'ont torturé. Mais n'ayez crainte, ils ne vous toucheront pas. Si vous venez, vous me retrouverez là-bas. » Je pris la fiole, la tête pleine de questions que je ne pus lui poser. En effet, l'atmosphère de la maison était devenue oppressante. Elle était chargée de menaces, et de dessous la maison montait comme une vague d'horreur. Ce qui me restait de bon sens m'adjurait de partir. Ils sont à l'embouchure du Miskatonic maintenant. Quelques-uns sortent de la rivière. Bientôt, très bientôt. Il se tourna vers moi encore une fois. « Mais partez, Andrew! Partez !» Il fit le geste de me pousser en avant, mais son brusque effort le fit tomber de côté et il se cogna à l'une des étagères, si bien que ses lunettes se brisèrent. Et ce que je vis alors me fit quitter en hurlant cette maison maudite de Curwen Street pour gagner l'obscurité embrumée de l'extérieur. Étais-je en train de rêver moi aussi dans cette fuite effrayante que ces créatures aux mains et aux pieds palmés, dont les yeux énormes et phosphorescents de batraciens se posaient sur moi, sortaient des ténèbres, se hissaient hors des eaux du Miskatonic, juste de l'autre côté de la rue. Je n'hésitais pas un seul instant. Me saisissant du sifflet et de la fiole remplie du liquide doré, je ne pensais qu'à sauver ma vie, hanté par le visage du professeur Shrewsbury tel que je le vis dans la semi-obscurité de cette funeste maison. En effet, bien que je l'ai vu en train de lire ses papiers et ses notes, bien qu'il m'ait décrit des apparitions et fourni une multitude de preuves de l'acuité de sa vision en plus de son étrange don de seconde vue, au moment où ses lunettes tombèrent, je ne vis à l'endroit où ses yeux auraient dû se trouver que les puits noirs de ses orbites vides. 2 semaines se sont écoulées depuis les événements que je viens de relater. La maison de Curwen Street fut totalement détruite par le feu la nuit même de ma fuite sauvage, et l'on présuma que le docteur Shrewsbury avait péri dans l'incendie. Malgré toutes mes recherches, je ne pus retrouver dans ces ruines la moindre trace d'os humain. Je pouvais seulement supposer que le docteur Shrewsbury était parvenu à en réchapper d'une manière ou d'une autre. Il m'apparaît clairement aujourd'hui, en écrivant ces lignes sous l'empire d'une peur bien plus terrible que celle que je partageais avec mon employeur d'un temps, que le docteur Shrewsbury était sur les traces du grand Cthulhu, s'efforçant de refermer toutes les ouvertures sur l'extérieur. Voilà l'essentiel de ce qui ressort des éléments que j'ai pu amasser. Il avait su s'allier à d'étranges créatures venues d'autres dimensions, libérées du temps et de l'espace. Lorsqu'il se mit en quête de Cthulhu, déterminé à sauver l'humanité de l'asservissement, avant que ne soient venus les temps effrayants de ce mal vieux comme l'éternité, qui dépasse la limite de l'entendement humain. Je me suis documenté sur Celaeno. Il s'agit d'une des étoiles composant les Pléiades, située entre Alcyon et Électre d'une part, et Maïa et Taygeta d'autre part. Cela semble impossible, et pourtant, si ce que le docteur Shrewsbury écrivit ou supposa se révèle exact, le lac noir de Ali se trouverait à proximité d'Aldébaran, la demeure de celui qui ne peut être nommé, Astur, l'indicible, qui est servi, c'est ce que rapportent les légendes ancestrales, par d'étranges créatures aux ailes de chauve-souris qui peuvent voyager dans le temps et l'espace.
Pendant les dernières heures que je passais dans ma chambre de Boston, j'ai essayé de me convaincre, comme je l'ai si souvent fait, que tout ceci n'était qu'un rêve effroyable, un de ces étranges cas de démence que parfois connaissent les hommes. Mais je ne peux plus l'affirmer avec beaucoup de conviction. En effet, alors que je rentrais chez moi ce soir-là, après un dîner frugal, j'entrevis un visage qui me fit frissonner, et de nouveau cette illustration grotesque de Téniel, du valet de pied de la duchesse dans Alice au pays des merveilles, me vint à l'esprit, suivi d'autres visions. Ces créatures aux mains palmées qui, à la place des hommes, hantaient mes rêves. Et maintenant, ce n'est sûrement pas mon imagination qui peut me convaincre que quelque chose marchait dans les eaux de la terre. N'ayant jamais joui d'une imagination débordante, je ne pouvais rêver de telles choses. Des profondeurs sort un bruit horrible de succion, comme si une énorme masse de chair protoplasmique s'avançait pesamment en un lieu d'eau et de boue. Un son semblable à ce bruit de glissement répugnant et nauséabond que nous entendîmes dans cette île infernale du Pacifique, juste avant que la chose ne se répande au-delà de ce hideux portail sculpté. J'ai verrouillé ma porte et ouvert en grand ma fenêtre, mais le danger est partout. Je ne peux plus me retourner sans frayeur. Je crois voir ces grands monolithes avec leurs terribles bas-reliefs apparaître à chaque coin de ma chambre, le visage du professeur Shrewsbury avec ses horribles orbites énucléées à la place de ses yeux, ou la silhouette de ces hommes batraciens. Et maintenant que les Pléiades et Céléaïno se trouvent au nord-ouest, juste au-dessus de l'horizon, j'ai bu l'hydromel doré. Je suis allé à la fenêtre et j'ai soufflé dans ce sifflet au curieux motif sculpté que le professeur Shrewsbury me donna au cours de la dernière heure frénétique que nous avons passée ensemble. Je me suis dressé et j'ai lancé dans le vide illimité du temps ces mots. Ia, Astur, Astur Sfayak Vultum, Vultagen Vultum, Ai, Astur. Les bruits des pas se prolongent, des bruits horrifiants de clapotement. Ils semblent maintenant provenir de derrière la maison, et dehors il y a ce terrible bruit de martèlement, pareil à celui de ces effroyables créatures aux pieds palmés qui rampaient vers nous entre les rochers de cette île du Pacifique. Mais maintenant quelque chose, grand Dieu des ailes, quels êtres devant la fenêtre. Ia, Astur Fatagen. Épilogue. Extrait du Boston Herald du 3 septembre. Andrew Phelan, 28 ans, demeurant au 17 Toro Drive, s'est littéralement volatilisé de son domicile. On suppose que le jeune homme a disparu de son plein gré. La porte de sa chambre était fermée à clé, et bien qu'une des fenêtres de sa chambre soit restée ouverte, il n'est pas démontré qu'il ait pu sauter dans le jardin ou grimper sur le toit, ces deux possibilités ayant été examinées avec la plus extrême minutie. Son acte demeure inexplicable. Cependant, un cousin de M. Phelan exprima quelques doutes quant à sa santé mentale au moment de sa disparition, car il semblait prêter attention aux mouvements d'un être surnaturel qui l'aurait poursuivi. Puisque cette manifestation d'irrationalité coïncide avec la découverte de l'étrange manuscrit qu'il laissa derrière lui, cela laisse à penser que M. Phelan a bien disparu volontairement, pour une raison qui demeure inconnue. Okay. Let's see. So we're by ourselves. How do I see my partnership again? Hold on. Maybe social? Hold on. Intimacy. Good. I don't think that worked. A passionate burning love affair? What worked? No, we did get some partnership. Wait, when I give you the wine, Mm. do you get points too or just me?
Both of us. By the way, if you're talking, I cannot hear you. Duh! I don't know. Both of us. But okay. Oh no, I came back here instead of going to... Wait, are we by ourselves here? Oh yeah. Looks like Wait. it, yeah. Okay, cool. Hang Yeah. on. I think I have enough flowers. Maybe I'm missing one flower. Because one item gives like 25. Yeah. Oh. I think I have enough to get us to 500. You're having a stroke? Okay. Thank you. Yeah, we are wearing the same clothes. Mm-hmm. Okay, cool. Okay, well now... Can you heal me? I have 2 diseases. I have a stroke, and I also have a bone fracture. You press V, and then you point V? at me, and then you Okay. should be able... Ah, Oh. Wait. Okay, V. And then I point at you. yeah! It doesn't activate. Maybe my skill is not high enough. Yeah, it could be. It's okay. It's okay. Oh, I'm sorry. That's okay. I have a whip. Do you like that? Oh. Yeah, I like you. Yeah. Shadow Clan. Is that for me swinging my sword at you? I'm sorry. What? Okay. Wait. I think maybe... Oh, wait. No, I can. I can heal. You can? Oh, Yes. nice. I accept you. Okay, I got it. We're not sharing STDs and we couldn't marry. I think I'm on the marry cooldown. Wait, but no, we don't have enough for intimacy. Wait, I needed to gift you more. Yeah, I think if we do emotes and stuff together, we might... We can also do quests and stuff together, but I find that doing emotes together is easier. Does emotes work? Wait, let me confirm. Let's see how much exactly we have. When I check here, intimacy. Okay, we're at hold on. Shishaki. We're at 452. 452. Okay, Shaq, Okay, let's remember do the an emote. number. Let's see how much we get. Okay, let me try... Cheers. Are we drinking? Oh yeah. Cheers. Skål. Nice. Let's try this one as well. Oh, wait. After this one. Let's try 2. Okay. And now let's check. No. Let's try another one okay. first. Can I check this while I'm emoting? Did that cancel or is it Oh, still look, going? I'm carrying Annie! Oh, cute. I don't think we're gaining anything. Really? Aww. Holding each other. I don't think... I don't think Yeah, I'm no, I on- don't think it's working. We're still 452. Okay. So instead, I'll gift you... Hold up. Yeah, I'm not unmarried at. Gifting. I can't Two gift of you those. anything anymore. That should put us as companionship. Mm. Where's the little kid? We'll need to go in multiplayer mode. Okay, you're muted again. Oh my Unless god, I you're keep not- pressing the wrong button. We'll need to go in multiplayer mode.